Mesdames et messieurs, je crois que nous allons démarrer cette séquence. Dans quelques secondes, vous allez juste m'excuser, mais par rapport aux caméras, il faut que je ne bouge que très peu, contrairement à mes habitudes où je peux utiliser l'espace. Mais là, la consigne, c'est vous êtes filmé. Alors, à quelques heures de la reprise du Beauvau des polices municipales, une question domine. Faut-il faire évoluer leur mission ? Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, expliquait il y a quelques jours qu'un policier municipal n'a pas accès à certains fichiers judiciaires, il ne peut pas contrôler les identités, ne peut avoir une grenade de désencerclement, ne peut utiliser un drone. Des élus locaux demandent l'extension des compétences de la police municipale ou des gardes champêtres et de faire sauter les verrous constitutionnels pour lutter contre la délinquance. Beaucoup de maires craignent, si cela se déroule, un transfert aussi de responsabilité en fonction du volume et de voir leur police municipale passer sous le contrôle du procureur de la République. Alors, quel niveau d'augmentation des prérogatives des agents de la police municipale et des gardes champêtres dans le contexte sécuritaire actuel ? Telles seront les questions au centre de ce Beauvau des polices municipales, avec des acteurs qui seront demain matin réunis autour de Nicolas Daragon, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité au quotidien, qui va nous rejoindre dans quelques minutes et il s'exprimera au cours de la deuxième partie de notre rendez-vous. Je m'appelle Henri Veil et je suis donc, vous l'avez compris, l'animateur de ce forum. Pour ouvrir celui-ci, je vais donner la parole à deux coprésidents de la commission sécurité de l'AMF, Jean-Paul Jandon et Frédéric Masquelier. Monsieur Jandon, vous êtes maire de Cergy, dans Val d'Oise. Et vous, monsieur Masquelier, vous êtes maire de Saint-Raphaël, dans le Var. Alors, vers quel niveau d'augmentation des prérogatives ? C'est le sujet des débats. Je rappellerai que nous avons eu deux Beauvaux. Un premier Beauvau où nous étions présents dans le cadre du continuum de sécurité. On était resté un petit peu sur notre faim, puisqu'on avait obtenu une table ronde in extremis sur la question des polices municipales. Mais on voyait bien que cette question restait à approfondir. On a eu un deuxième Beauvau, donc des polices municipales. Au départ avec une première version où tout semblait jouer dans un premier temps. Et on est très satisfait du deuxième temps, c'est-à-dire celui que nous vivons aujourd'hui, dans lequel il y a des échanges qui ont déjà été assez nombreux avec l'Association des maires de France et les autres institutions représentatives, justement pour réfléchir sur cette évolution des missions de la police municipale. Je crois que cette table ronde sera intéressante avec, dans un premier temps, il faudrait bien expliquer, et d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'intervenants qui sont présents, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Quelles sont les prérogatives nouvelles qui pourraient être attribuées à la police municipale ? Je crois qu'il faut partir de ce constat. Il ne s'agit pas de refaire une deuxième police nationale ou une deuxième gendarmerie. Il s'agit simplement de répondre à des problèmes que nos polices municipales peuvent rencontrer au quotidien parce qu'aujourd'hui, leurs prérogatives sont limitées. Alors, l'enjeu, il y a plusieurs enjeux. Le premier, et ça c'est la position de l'Association des maires de France, et on a eu l'occasion de le rappeler, il faut qu'on conserve bien entendu le principe de libre administration des collectivités locales. Le président y est très attaché. C'est-à-dire que chaque commune peut conserver le droit d'avoir une police municipale ou de ne pas en avoir, de l'armer ou de ne pas l'avoir, ou de ne pas l'armer. Donc ça doit rester une prérogative du maire. C'est-à-dire que les prérogatives qui seront proposées ne peuvent pas être quelque chose d'obligatoire,
ça doit rester une option. Ça, je crois que c'est important parce que c'est déjà de nature à rassurer beaucoup de monde. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi un transfert de charge, en quelque sorte, et que la police municipale soit appelée à exercer donc des prérogatives aujourd'hui de la police nationale ou de la gendarmerie pour combler des non-remplacements d'effectifs. Et donc sur ce point-là, on est également extrêmement prudent. Et le principe qui paye décide, principe simple, doit évidemment demeurer. Alors nous avons beaucoup d'interrogations aussi sur ce sujet. Les interrogations sont plus dans le comment. Je crois, mais chacun pourra évidemment s'exprimer, qu'il y a un assez large accord sur le fait qu'il pourra y avoir des prérogatives nouvelles, tout en rappelant que la mission de police est d'abord une prérogative régalienne, bien entendu. Après, le comment, c'est à partir du moment où il y a une extension des prérogatives des missions de police municipales, et notamment en leur accordant des pouvoirs judiciaires, en suivant notamment la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s'est déjà prononcé à 2 reprises sur cette question. Cela signifie que, au moins, le directeur de la police municipale serait la tutelle, je pense que le terme était un petit peu fort, mais pourrait avoir un autre patron à côté de celui du maire, qui est le procureur de la République. Et donc, les questions que nous avons, c'est de savoir comment ça peut fonctionner avec 2 patrons. Alors, il y a des inquiétudes chez certains. Après, j'ai entendu aussi un certain nombre de réponses ou de possibilités. Je crois que les 2 sujets qui sont proposés aujourd'hui, d'ailleurs, sont liés, c'est-à-dire l'extension des prérogatives de la police municipale avec la question des conventions. Dans la mesure où on est appelé aussi à réfléchir, à avoir des rapports que nous n'avions pas, du moins pas sous cette forme-là, avec le procureur de la République, et de savoir comment ça pourra être mis en œuvre, sans qu'on change bien entendu de nature, et que la police municipale, parce que les maires y sont attachés, doit rester une police de proximité et doit rester la police qui veille à la tranquillité publique. Jean-Paul Jandon. Oui, bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va rappeler comme quelques principes de base. Le principe de base, c'est que c'est la libre administration. Il n'y a que 4000 collectivités locales aujourd'hui qui ont une police municipale. Ce qui veut dire qu'il y en a plus de 30 000 qui n'en ont pas. C'est quand même ça déjà le principe de base. Et donc il faut penser aux 4000, mais aussi il faut penser aux 30 000. Deuxième élément important, c'est pas parce que il y a des communes qui vont avoir une police municipale extrêmement importante en nombre et extrêmement bien équipée que la police nationale doit déserter la ville ou déserter la circonscription. Ça fait partie aussi des sujets qui nous semblent essentiels. Mais l'inverse, ce n'est pas parce que une commune décide de ne pas avoir de police municipale, pas avoir de vidéosurveillance, qu'elle doit être désavantagée par rapport aux autres communes qui s'équipent. Je vous rappelle que quand même, on parle de sécurité qui est le domaine régalien. Et il y a quelque part une égalité de traitement des citoyens vis-à-vis de la sécurité qui est une politique publique. Je pense que ça fait partie des éléments importants. Et les questions après qu'on se pose, mais je pense que ça va être l'objet du débat, et alors, Frédéric en a parlé avec des mots, moi je veux dire, la vraie question, c'est jusqu'où va-t-on ? Je pense que le ministre parlera tout à l'heure de la boîte à outils, mais cette boîte à outils, je pense qu'elle doit avoir quand même, elle doit être bornée. Si cette boîte à outils n'est pas bornée, ça veut dire qu'on risque d'avoir des transferts de compétences qui me semblent dangereuses pour la République française. Parce que inégalité de traitement du citoyen vis-à-vis de cette politique publique. Et donc, le vrai débat qu'on aura, je pense, il y en a 2 que j'ai en tête, c'est la judiciarisation. Faut-il la faire ? Jusqu'où va-t-on ? Et là, je sais qu'il y a, entre nous, globalement, il y a des débats entre les maires, et ça, je pense que c'est un vrai débat. Deuxième débat qu'on peut avoir, c'est l'utilisation des nouvelles technologies.
Je parle par exemple des drones, je parle des caméras améliorées. On peut avoir aussi d'autres technologies. Et jusqu'où va-t-on? Je pense que ça fait partie des 2 sujets essentiels, même si nous sommes tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut quand même améliorer le fonctionnement, l'articulation entre police nationale et police municipale, éviter de faire à un moment donné 2 fois la même chose. Alors, la police nationale, transition simple pour dire qu'elle est représentée aujourd'hui par Stéphanie Charbonnier, qui est directrice nationale adjointe de la sécurité publique et qui donc représente la police. Et la gendarmerie, elle, est représentée par le général Éric Lamiral, qui est sous-directeur de l'emploi des forces. Donc, c'est un homme qui est vraiment en première ligne et qui s'exprimeront tout à l'heure. Et bien entendu, comme dans tout débat, vous aurez la parole en fin de cette deuxième séquence et vous pourrez poser à tous les intervenants qui sont présents, y compris au ministre, les questions que vous souhaitez poser. Ce forum est divisé en 2 parties. Nous abordons maintenant la première, qui a pour titre « Vers une évolution à la carte des prérogatives des polices municipales, les propositions des maires ». Et donc, nous allons les écouter. Nous écouterons Maïder Arostegui, qui est maire de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous écouterons Éric Pauget, qui est député des Alpes-Maritimes. Nous écouterons Brice Ravier, qui est maire d'Amboise, en Indre-et-Loire. Et nous écouterons, entendrons et questionnerons Jean-Philippe Vincentini, qui est procureur de la République d'Amiens. C'est donc dans la Somme. Madame Geoffroy, Madame la ministre, vers une évolution à la carte, comme l'ont dit les 2 vice-présidents de l'AMF, pour vous, maire de Vaux-en-Velin, ça signifie quoi concrètement, cette évolution potentielle et à la carte? Elle pose, et d'abord merci pour cette table ronde parce qu'elle est importante pour nous, pour les maires qui sommes tous en réflexion, toutes et tous en réflexion sur les polices municipales, avec quelques enjeux, me semble-t-il. D'abord, le premier des enjeux, c'est celui du recrutement des policiers. Alors, ce n'est pas une évolution immédiate, mais c'est un sujet qui reste patent, même si les dernières lois ont quand même amélioré la capacité que nous avons à former les policiers municipaux et à les garder une fois que nous les avons formés. J'avais coutume de dire autrefois que nous étions face à un mercato de la police municipale où entre villes, nous prenons ou piquons les policiers municipaux. Ça existe encore. Il semble que ça va un peu mieux, mais malgré tout, c'est un sujet qui reste et qui est corrélé aussi à la diversité de ce que peuvent proposer les villes, évidemment, y compris sur les questions indemnitaires, d'heures supplémentaires, etc., où il reste un sujet, si on veut parler de l'évolution des polices municipales. Donc il y a tout un volet, ce ne sera pas forcément l'objet de ce forum, mais qui reste important pour les collectivités locales, c'est les capacités d'évolution des policiers. Ensuite, dans ce qui était dit dans les propos introductifs par mes collègues maires, c'est une question qui est très importante. Est-ce que nous sommes prêts à avoir 2 patrons pour des employés municipaux? Et est-ce que nous considérons que les policiers municipaux sont des employés municipaux différents des autres? Je propose, et c'est ainsi je verrai la question sous 2 aspects. Et nous, est-ce que nous sommes des élus locaux ayant plusieurs compétences, dont la possibilité d'avoir une police municipale, ou est-ce qu'on rentre sur une co-réflexion avec l'autorité judiciaire? Et en fait, c'est 2 évolutions qu'il faut réfléchir et le débat est ouvert. Donc je vais donner rapidement mon avis là-dessus. Évidemment, nous avons besoin de quelques évolutions, que la police municipale puisse gagner en fluidité sur un certain nombre de vérifications. On y reviendra dans ces travaux, puisque nous n'avons pas accès à un certain nombre de données, de fichiers. Et c'est vrai que c'est important parce que ça ralentit quand tout simplement on a la possibilité de faire des contrôles et qu'il faut attendre la police nationale. C'est aussi une difficulté parce que nous ne souhaiterons pas avoir une substitution entre police municipale et police nationale sur ce que nous faisons. Mais du côté des élus, dans une délinquance qui est quand même en train de prendre des formes qui ne sont plus simplement celles de l'apaisement sur la place centrale, mais on est sur des sujets aussi graves que du trafic de stupéfiants
Et désormais, il n'y a pas plus que les villes comme Vaux-en-Velin qui sont concernées, il y a un peu toutes les villes. On se retrouve sur des formes de délinquance ultra dures, je veux dire, de grand banditisme, et sur lesquelles, plus nous faisons évoluer les compétences de la police municipale vers la police nationale, plus nous sommes en train d'évoluer à ce moment-là vers des shérifs, mais pas shérif au sens cow-boy, je veux dire shérif au sens des États-Unis, où le maire est aussi responsable de la police dans les compétences de ce qu'est une police nationale pour nous. Et c'est là où, en tant que maire, je mets aussi une séparation en disant, moi, j'ai le souhait d'avoir une police municipale. Elle est armée à Vaux-en-Velin et en augmentation, et j'ai mis des caméras, donc il n'y a pas de souci sur le fait d'en avoir. La question, c'est, est-ce qu'elle n'est pas plutôt censée être sur tous les sujets liés aux questions d'hyperproximité, de tapage, de nuisance, parfois d'accompagnement de la police nationale en renfort sur certaines interventions. Mais si on change complètement de registre avec l'autorité judiciaire, alors nous aussi, en tant qu'élus, nous changeons de registre. Et ça veut dire que dans nos rapports aux concitoyens, nous sommes aussi sur un autre champ. Et dans un moment où le sujet majeur sur nos communes en termes de délinquance, ça reste pour beaucoup de communes le trafic de stupéfiants, moi je ne suis pas favorable en tout cas à cette forme d'évolution. Voilà. Alors, dans une ville tranquille comme Amboise, en tout cas c'est l'image que nous en avons, vous n'avez finalement pas besoin de police municipale, même si vous avez, je crois, 6 agents, mais finalement c'est un débat qui ne vous concerne pas. Alors, merci de repréciser qu'Amboise est une ville tranquille, mais c'est l'image d'Épinal. Effectivement, nous avons 3 châteaux, nous sommes à l'ombre et nous coulons au rythme de la Loire, mais nous avons 2 quartiers prioritaires de la ville, avec plus de la moitié des habitants qui ne payent pas d'impôts. Donc, ce qui fixe aussi une partie de la population. Une ville de 13 000 habitants en zone gendarmerie, avec un peu plus d'1 million de touristes à l'année. Donc, on a une zone de densité et de fonctionnement qui font que derrière, également, et je pense que c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas forcément vu là, nous sommes à plus de 80% de la ville en zone ABF, donc police de l'urbanisme. Et à partir de là, une fois que vous avez l'ensemble des prérogatives, effectivement, il y a celle de la police de la tranquillité, du quotidien. Et cette police de proximité du quotidien, on ne l'a plus forcément dans les forces étatiques, puisqu'ils sont sur d'autres missions qui ont été abordées par le législateur avant. Et donc, on a ce lien direct, et la police municipale et le lien direct avec les élus, puisque à 13 000 habitants, nous sommes en proximité, a ces liens directs avec la population. On parlait à l'instant, ma collègue mairesse de Vaux-en-Velin dit, délinquance, trafic de stupéfiants, etc. Je vais vous raconter une anecdote qui vient d'avoir lieu il y a 1 heure à Amboise. Je suis informé par WhatsApp par un Amboisien qui habite, et il y a un point de deal juste au-dessus de chez lui. Il filme, photos, etc. Il me l'envoie, il me dit, monsieur le maire, voilà ce qui se passe au-dessus de chez moi, est-ce que vous pouvez intervenir? J'envoie chef PM qui lui intervient, et la PM intervient, arrête le fautif, ne trouve pas stup, mais juste une consommation, et donc attend les forces étatiques pour que ces mêmes forces étatiques mettent une AFD. Donc à un moment donné, on est sur cette proximité qui fait que derrière j'arrive à intervenir et on est bien sur une continuité d'action qui fait que derrière, à un moment donné, le rôle du maire est d'informer, et je suis dans mon rôle et on intervient, et d'être en complémentarité avec les forces étatiques. Voilà. Donc c'est juste aussi sur cette première intervention qui fait que Amboise n'est pas que tranquille, c'est une belle ville avec plein de touristes, mais il n'y a pas que ça. Biarritz, c'est également une ville touristique avec 26 000 habitants l'hiver. Et les problèmes sont les mêmes, évidemment, sur la côte atlantique. Alors, on a 26 000 habitants à l'année. On passe à 120 130 000 l'été, des pointes beaucoup plus importantes. 6 boîtes de nuit, zone transfrontalière avec évidemment du trafic de drogue historique. J'ai armé la police municipale. Elle fonctionne 365 jours H24 avec simplement 29 agents. 2 brigades canines. Nous avons également formé un garde champêtre. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on n'a pas suffisamment de place dans les formations pour former des gardes champêtres. On a dû attendre 1 an qu'ils soient pris en formation parce qu'il n'y a pas assez de place. Ils disent la même chose. Voilà, très bien. Donc la difficulté que nous avons, elles ont été citées
par les collègues bien évidemment. Nous avons mis en place aussi un rapport avec le procureur, pas mal de rappels à l'ordre sont faits. Dans l'esprit du citoyen, il n'y a pas de vraie différence entre la nationale et la municipale. Quand il y a un pépin, qui c'est qu'on appelle? C'est le maire ou c'est le 17? Un sujet qu'on a de difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le 17, il est renvoyé sur la préfecture, c'est-à-dire sur Pau. Et c'est un petit peu comme le sujet du SAMU ou des urgences, le régulateur. Des fois, ça ne régule pas très très bien. Donc on se renvoie la balle et au final, il y a des interventions qui ne se font pas. Donc on a une police nationale avec laquelle on entretient de très bons rapports. On a une réunion hebdomadaire avec le commissaire. Nous avons mis en place des assises de la sécurité dans lesquelles les citoyens ont pu faire part de leurs difficultés, prise d'action, suivi au travers d'une convention avec l'État, enfin la police nationale, le procureur. Mais malgré ça, voilà, on se sent quand même, je dirais pas abandonné, le mot est un petit peu fort, mais délaissé par l'État qui, au travers de sa police nationale qui est passée en 12 heures et qui est appelée sur d'autres secteurs que la simple ville de Biarritz, laisse petit à petit ses prérogatives à la police municipale et qui effectivement a les freins que vous avez pu citer. Et j'ai aussi dû mettre en place, suite à l'organisation des Jeux Olympiques et au départ des CRS, une brigade nautique avec des policiers municipaux qui ont, alors je ne dis pas remplacé les CRS, mais en tout cas qui ont pallié peu ou prou à l'absence de nos CRS. Et vous avez également une brigade qui porte un nom tout à fait intéressant qui s'appelle Chute. Vous pouvez nous expliquer? Alors les shooters, c'est une technique suisse. C'est pas vraiment une brigade, ce sont des personnes qui viennent d'une société et qui passent la nuit pour faire chut, pour rappeler aux gens que quand ils sont dans l'espace public, c'est pas une discothèque et donc il faut faire attention au repos des riverains. Alors au début, ça a été accueilli évidemment avec pas mal d'amusement ou de formes de mépris. Et on l'a refait cette année et les citoyens voulaient qu'on l'étende parce que ça a marché. Voilà, donc évidemment, ce sont des frais supplémentaires parce que tout ça, y compris l'armement de la police municipale, le matériel, le 012 explose. Donc tout ça est un coût. En tout cas, c'est une politique de sécurité qui aujourd'hui, je pense, doit devenir plus pragmatique que dogmatique. Mais en tout cas, c'est un coût pour les communes. Et donc, effectivement, on a besoin d'un soutien de l'État, y compris la question a été abordée avec beaucoup de pudeur de la part de mes collègues de la question financière. Mais nous sommes en pleine négociation avant le 1er janvier avec nos policiers municipaux, dans lequel on leur a fait miroiter une augmentation de leur rémunération. Et c'est assez compliqué. Voilà. Alors, tournons-nous vers un législateur, un représentant de la représentation nationale. Votre circonscription, Éric Pauget, c'est Antibes, dont vous avez été le premier adjoint. Et ça a été, je crois, un territoire précurseur en matière de police municipale. Alors, lors de la précédente législature, vous avez créé un groupe de travail sur les polices municipales en vue d'accroître à droit constant leur pouvoir. Et aujourd'hui, une proposition de loi attend d'être examinée sur l'augmentation des pouvoirs judiciaires de la police municipale. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'inviter un parlementaire, un député, au sein de vos travaux. Vous l'avez rappelé, je suis député des Alpes-Maritimes, ville d'Antibes. J'ai créé au cours de la précédente mandature un groupe d'études sur les polices municipales. Un groupe d'études, c'est un groupe qui rassemble des députés de toutes sensibilités confondues. Et on s'est attaché à travailler sur le sujet qui vous préoccupe, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ça a été rappelé tout à l'heure par Fred Basquelier. 2011, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a une première tentative qui est retoquée par le Conseil constitutionnel. 2021, dernièrement, par Gérald Darmanin, la partie extension des pouvoirs des polices municipales est retoquée. Je salue mon ancien collègue, M. Fauvert, qui est l'ancien patron du RAID, ancien député qui était le porteur de ce texte, d'ailleurs, de sa présence. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, en termes d'efficience des moyens, et moi je tiens à ce terme, efficience des moyens, qu'est-ce que l'on peut faire pour être plus efficace pour la sécurité du quotidien? Les maires aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si la sécurité n'est pas un sujet qui leur est dévolu, ce n'est pas dans les compétences d'une mairie, c'est clair. Les maires font aujourd'hui énormément d'efforts. Quand je dis d'efforts, ce sont des efforts budgétaires. Ça a été rappelé, 4 500 polices municipales en France, près de 28 000 policiers municipaux, et les prospectives, c'est à peu près 35 000 dans les quelques années qui arrivent.
Donc les polices municipales sont clairement devenues, et c'est reconnu par l'État comme ça, comme la troisième force de sécurité dans le pays. Comment on peut faire pour qu'à moyens constants et à cadre législatif constant, on puisse être plus efficace? Eh bien, avec des collègues parlementaires, on a regardé la censure du Conseil constitutionnel de 2021, et Jean-Michel le sait, et on a dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas confier plus de pouvoir? Il ne s'agit pas de faire évoluer la police municipale vers un remplacement des forces étatiques, et il faudra être vigilant sur le fait que l'État ne se serve pas de ces évolutions pour se désengager encore plus, extrême point de vigilance. Et deuxièmement, deuxième pilier qu'on a posé, on a dit les maires, dans le cadre de la libre administration, doivent être totalement libres, indépendants et doivent pouvoir aller plus loin s'ils le veulent ou pas. Je rappelle qu'une police municipale, ce n'est pas obligatoire. Armer une police municipale, ce n'est pas obligatoire. Et donc, nous, on propose un troisième étage parce qu'on pense qu'aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après l'évolution des polices municipales, les maires, nos populations et la sphère publique est prête. On pense qu'on peut rajouter un étage qui est de déléguer un certain nombre de pouvoirs judiciaires, pas tous. Il ne s'agit pas que les polices municipales remplacent les forces d'État et remplacent la police nationale, les gendarmes, notamment dans les missions d'enquête. Mais il y a un certain nombre de délits, je vais en citer quelques-uns, la vérification de savoir si un véhicule est assuré ou pas. Depuis le mois d'avril, il n'y a plus le petit papillon vert sur les pare-brises. C'est typiquement une action qui était menée par les polices municipales. Elles ne peuvent plus le faire. Pourquoi elles ne peuvent plus le faire? Parce que le fichier des assurances est un fichier considéré comme un fichier judiciaire. Et donc, pour le faire, le policier municipal qui est devant une voiture appelle son OPJ ou le policier national ou le gendarme qui, il est là, il n'est pas là, a le temps ou n'a pas le temps de répondre et qui vérifie la chose. Et ils lui disent oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Est-ce que typiquement, sur un exemple comme ça, un policier municipal aujourd'hui qui est formé, expérimenté, ne pourrait pas lui-même accéder au fichier pour vérifier si le véhicule est assuré ou pas? On parlait tout à l'heure de stupéfiants. Il ne s'agit pas pour des polices municipales de mener des enquêtes contre le narcotrafic ou contre les filières de drogue. Ça reste dévolu à l'État. Par contre, lorsqu'il y a sur la voie publique de la consommation de stupéfiants, est-ce qu'un policier municipal expérimenté, formé, aguerri, habilité par le procureur ne pourrait pas délivrer une amende forfaitaire délictuelle? Moi, je pense qu'en termes de sanctions immédiates, et c'est un acte judiciaire, ça peut s'envisager. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit dans la loi et qu'est-ce qu'on a proposé à l'État? C'est de dire, les maires restent libres et c'est une option. On respecte leur volonté. 2, s'ils le veulent, en accord avec l'Association des maires de France, en accord avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice, on définit ensemble une liste de délits qui aujourd'hui ne sont pas dans leurs prérogatives et on propose que le procureur ait un lien direct et un contrôle sur les directeurs de police municipale sur un certain nombre de missions. Voilà ce qu'on a écrit aujourd'hui, voilà ce qui a l'air d'être retenu de manière positive par le ministère de l'Intérieur et par la chancellerie. Et voilà ce qui, si l'AMF en est d'accord, si les maires adhèrent, et l'idée c'est qu'on travaille, qu'on continue à travailler sur ce sujet, voilà ce qu'on voudrait porter dans les semaines et dans les mois qui arrivent pour, je le rappelle, être plus efficace, plus efficient. Je rappelle au passage 2 choses. Un maire est déjà OPJ, il est déjà officier de police judiciaire. Et 2, il y a des outils qui existent, qui sont les conventions de coordination, c'est l'objet de la deuxième table ronde, qui sont les outils qui permettent de se mettre autour d'une table. Aujourd'hui, la convention de coordination, elle se fait entre le commissaire de police et le maire. Pourquoi pas faire une convention de coordination entre le commissaire de police, le maire et le représentant du procureur? Et on définit ensemble de manière à être plus efficace sur le terrain. On a beaucoup parlé donc du lien avec la justice. Monsieur le procureur, le haut magistrat que vous êtes, comment réagit-il? Merci d'abord pour cette invitation. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps de surveille raisonnable, parce que j'ai l'impression d'être un peu seul contre tous. Pas du tout. Donc, c'est vrai, monsieur le député était assez proche. Alors, d'abord, pour dire 2 choses. Effectivement, monsieur le député, vous avez raison. Les maires sont déjà un peu sous le contrôle des procureurs de la République. Ils sont officiers de police judiciaire. Alors, je ne vais pas ouvrir la discussion de savoir ce que représente cette qualité d'officier de police judiciaire, mais c'est déjà un petit peu le cas, bien évidemment. Je le dis sous forme de boutade, monsieur le maire, je vous rassure.
En tout état de cause, je trouve que le titre que vous avez donné à cette table ronde, le juste équilibre, est parfaitement trouvé. Et je me permets de le dire publiquement. Ce que vous venez de dire, monsieur le député, correspond tout à fait à ce que je recherche, moi, depuis des années. Je vais vous livrer 3 secondes de mon quotidien, et vous verrez qu'on a un quotidien souvent partagé. Est-ce que vous pourriez, monsieur le procureur, vous mettre plus à la lumière Ah bon. Parce que... On a l'habitude d'être dans l'ombre, hein, nous. Donc. Voilà, absolument. Aujourd'hui, on sait tous, c'est un chiffre qui est public, hein, donc je ne trahis aucun secret, qu'il y a à peu près 3 millions de procédures en stock dans les commissariats de police et les gendarmeries. Je l'ai dit ce midi, je ne stigmatise absolument pas les uns et les autres. C'est difficile d'être partout, il y a des priorités nationales qui sont tout à fait légitimes. Et moi, je reçois, comme vous, parce que souvent on est les mêmes destinataires, des lettres de nos concitoyens au quotidien qui disent « Monsieur le procureur, j'en peux plus, l'autre il met sa chaîne IFI sans arrêt, on dort plus, le hall d'immeuble il est occupé ». Les sacs poubelles sont partout dans les rues. Voilà. Et je me dis, moi, c'est très frustrant aujourd'hui de savoir que je ne peux pas, compte tenu des charges qu'ont déjà les services de police et de gendarmerie, de leur donner ce type d'investigation, mais en même temps, on est tous conscients que ça nuit gravement à la tranquillité publique de nos concitoyens. Donc, ce que je suis en train de faire, je vais vous le dire, je vais vous donner 2 exemples très concrets. Je suis en train de constituer un pôle de tranquillité publique et j'ai plaisir à dire que je le fais en parfaite concertation avec l'AMF 80, avec laquelle j'entretiens d'excellentes relations et je ne le dis pas pour les besoins de la cause aujourd'hui. Donc l'idée c'est quoi? Et vous allez voir comment je suis obligé de faire des circonvolutions pour y arriver. C'est de dire toutes ces infractions que le ministre Dupond-Moretti avait appelées de basse intensité, mais basse intensité, pas dans les conséquences pour nos concitoyens qui sont effectivement très perturbantes pour eux. Eh bien, on va les prendre en charge sans enquête, c'est-à-dire on ne mobilisera plus les services d'enquête, et avec directement des délégués du procureur, qui sont, je ne vous le cache pas d'ailleurs, d'anciens policiers et gendarmes, pour essayer d'avoir une réponse judiciaire qui est la seule efficace, c'est-à-dire rapide et de qualité. Mais à l'intérieur de ça, j'ai par exemple des maires qui m'envoient des procédures. Vous savez, ces gens qui déposent des déchets partout, ça coûte très cher à la collectivité publique. Hein. Je me souviens du chiffre quand j'étais procureur de la République à Valenciennes, 800 000 € par an. Eh bien, les maires m'envoient des procédures qui sont parfaites. J'ai plus qu'à bosser derrière. Sauf qu'il y a l'immatriculation du véhicule qui est venu pour décharger ces déchets et aucun de leurs policiers municipaux n'a accès au fichier des cartes grises pour identifier le propriétaire. Donc je suis obligé de repasser par les policiers gendarmes simplement pour faire une vérification ou une identification de véhicule, alors que si un policier municipal pouvait le faire, eh bien j'irais beaucoup plus vite. On a des gens qui sont interdits de ville. Moi, par exemple, pour les stupes, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'aurais 1000 choses à dire. Merci de m'inviter quand vous le pourrez. On fait des interdictions de ville, des interdictions de département. Les policiers municipaux, ils connaissent bien la ville. On n'a pas le droit de leur donner ces listes. Donc c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, moi, si on me demande si effectivement il faut que la loi évolue, je dis oui et vite. Vite, pourquoi? Parce que vous avez bien compris, moi j'ai aucune volonté d'aller diriger la police municipale des villes ou de prendre la place du maire. Vous savez, sincèrement, mon quotidien est déjà assez compliqué pour surtout pas aller essayer de m'immiscer dans le vote qui, je sais, est compliqué aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'habitude, moi j'ai eu plaisir il y a 3 ans, je crois, de venir à l'invitation de l'AMF pour discuter sur la collaboration qu'on peut faire avec les maires. Et je peux vous assurer, moi je parle qu'en mon nom aujourd'hui, hein, je ne suis pas missionné par le ministre de la Justice, mais je peux vous assurer, tant à Valenciennes où j'étais avant, que dans la Somme maintenant, la Somme c'est compliqué, hein, c'est 772 communes, 14 EPCI. Bon, eh bien, j'ai des relations qui sont denses. Vous l'avez dit, monsieur le maire, avec la plus petite commune, 6 habitants, la même avec la plus grosse commune, Amiens. Tout le monde doit être traité de la même façon. Je partage votre sentiment. Mais on a l'habitude de travailler ensemble aujourd'hui. Si la loi, juste équilibre, hein, c'est le titre de cette table ronde, si la loi, effectivement, définit une liste d'infractions, celle, effectivement, sur laquelle vous intervenez au quotidien, la tranquillité publique, pas, Madame le maire, pardon, je vous tourne le dos, pas bien évidemment le narcotrafic, c'est pas le sujet, hein, on est bien d'accord. Eh bien, si la loi définit ça, et si elle dit au procureur de la République, réunissez-vous avec le maire, je suis d'accord aussi. Oui, en fait, on est très d'accord, en fait. Hein. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit au maire. On est dans le dialogue, on est dans la concertation. Comme je le dis, les procureurs de la République, je l'espère partout maintenant, ont l'habitude de le faire. Eh bien, faisons ce que vous faites déjà avec la police. Je ne pense pas que le DIPN ou le commandant de groupement dirige aujourd'hui vos polices municipales, alors que vous avez des conventions avec eux. Eh bien, faisons-le.
Je conclus, parce que je vois que vous commencez à me regarder sévèrement. Dans le cadre qu'aura défini la loi, réunissons-nous avec les maires volontaires qui ont une police municipale et voyons ensemble, sur ces contentieux précis, qui sont des contentieux de proximité et du quotidien, ce que l'on peut faire juste avec une mission, être efficace pour nos concitoyens. Madame Geoffroy, est-ce que vous avez le sentiment que les maires se sont appropriés tout ce qui existe déjà? Oui, largement, parce qu'on est à la fois contraint dans nos nouvelles façons de fonctionner, que ce soit avec les gendarmes ou la gendarmerie ou la police nationale, avec les forces de l'ordre, parce que les problématiques ont gagné en complexité. Là où autrefois, finalement, une partie de nos concitoyens réglaient des problèmes de voisinage tout seuls, nous sommes systématiquement ou quasiment appelés. Là où nous avons des sujets sur l'organisation de manifestations, parfois des mariages, parfois des, comment dirais-je, des sujets aussi dans nos... peut-être vous voulez... Non, accueillir. Monsieur d'Aragon, on vient d'arriver, nous le saluons et nous lui donnerons la parole au terme. Donc, je disais, nous avons quand même un certain nombre de faits qui ne cessent de s'étendre. Et moi, il me semble qu'il y a deux frontières, et monsieur le procureur en aparté m'a bien précisé que la question du trafic de stupéfiants n'était pas concernée. Il y a deux sujets sur lesquels je pense vraiment, en tant que maire, il faut que nous ayons cette vigilance. C'est ce grand banditisme et trafic de stupéfiants, mais je reviendrai sur des compétences un peu, enfin sur celle de proximité, et puis sur la police d'intervention, puisque du maintien de l'ordre plutôt, puisque de temps en temps aussi, nos polices municipales peuvent être appelées en soutien quand il y a un peu de débordement dans la ville. Et donc, si on se dit clairement, cela reste des compétences de la police nationale. Si nous devons être absolument sur le champ de la proximité, parce que c'est sur cela que nous intervenons, là où la police nationale nous dit qu'elle n'a pas le temps. Moi, je ne sais pas jusqu'où peuvent aller cette extension de compétences dont parle monsieur le député et de capacité à faire. Mais je garde quand même une réserve au moment où j'en suis, et on aura l'occasion sûrement de rééchanger dans le cadre de Beauvau des polices municipales. Parce que la réalité est que le risque qui existe, c'est ces transferts que nous avons déjà constatés au fur et à mesure des conventions de coordination que nous faisons avec les forces de l'ordre, où au fur et à mesure, nous prenons en charge des sujets qui n'étaient pas les nôtres autrefois, parce que la police nationale a des sujets aussi de difficultés plus importantes, parfois de capacité à être présente. Et par exemple, moi, j'ai étendu des brigades de nuit pour ma police municipale. Donc, je l'ai armée, j'ai fait les brigades de nuit, parce que la nuit, c'est très compliqué d'avoir la police nationale si on n'est pas en train de faire quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est logique, puisqu'ils sont sur des secteurs étendus d'intervention. Et donc, essayons de travailler, me semble-t-il, et je finirai là, clairement sur ce que chacun fait, pour que chacun puisse bien faire ce qu'il fait. Et donc, que la police nationale, qu'on la décharge d'un certain nombre de fonctions que nous prenons en tant que police, avec la police municipale, moi, je trouve que c'est ainsi qu'on doit effectivement travailler, mais que là, nous sommes en train plutôt de récupérer d'une certaine façon de nouvelles missions, pour lesquels il nous sera demandé encore plus de moyens. Et l'intervention de l'autorité judiciaire, même si j'ai compris que j'étais au PJ, ouvre un nouveau champ, j'avais pas tellement oublié, ouvre un nouveau champ, me semble-t-il, dans lequel, peu à peu, et je reviens sur mon propos initial, nous pourrions nous retrouver, nous, au cœur de sujets, comment dirais-je, sur lesquels nous sortirions de notre rôle d'élu local en réalité. Voilà, c'est les alertes que j'ai, mais je suivrai avec beaucoup d'intérêt les débats. Alors, nous allons conclure cette première partie dans quelques secondes, mais je vais poser une question aux deux maires qui sont à côté de vous, la maire de Biarritz et le maire d'Amboise. Dans cette évolution potentielle qui pourrait démarrer à partir de demain, est-ce que vous pensez qu'il faut jouer le donnant-donnant ? On le fait déjà, le donnant-donnant. Enfin, on est déjà dans cette démarche-là. Moi, je voudrais juste, puisqu'on ne parle pas du narcotrafic, mais on est dans une société qui est devenue fracturée, dans laquelle potentiellement chaque citoyen est aussi un délinquant et un client. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, c'est un client. Il paye des impôts, donc il a droit à. Et moi, toute la journée, on m'explique que je ne peux pas faire.
Donc on a parlé des déchets, on a parlé des incivilités, et on m'explique qu'en fait, je ne peux pas, par exemple, mettre des amendes de 350 € ou de choses vraiment dissuasives lorsqu'on arrive à attraper les gens qui commettent ce genre d'incivilité. Je pense que ça permettrait de résoudre déjà pas mal de choses si nos polices municipales et les maires, nous avions la possibilité de mettre des amendes extrêmement dissuasives, puisqu'on le sait, en France, c'est la peur du gendarme, et que par rapport à ça, toute la société aujourd'hui est devenue potentiellement délinquante. On n'a pas abordé la question de l'usage du vélo, dans lequel chaque cycliste aujourd'hui est un problème pour le citoyen lorsqu'il est piéton ou l'automobiliste. Voilà, donc on a ces questions qui pourrissent le quotidien aujourd'hui de nos concitoyens sur les actes de petite délinquance ou d'incivilité, mais qui prennent des proportions très importantes. Donc moi je souhaiterais qu'on puisse avoir des moyens beaucoup plus lourds, de façon à ce que chaque citoyen potentiellement créant des incivilités puisse être puni à la mesure, ou découragé à la mesure de son acte. Alors, vous avez parlé du gendarme. Le gendarme s'exprimera tout à l'heure, ainsi, si vous me permettez ce terme, que la policière, parce que je vois que vous notez beaucoup de choses, et beaucoup de choses vont encore être dites, donc je vous donnerai tout à l'heure la parole. Monsieur Ravier. Oui, dans le donnant-donnant, je pense à ça. On parle du narcotrafic, mais alors on n'en a pas trop chez nous, mais on a une zone de passage, autoroute A10, autoroute A85, A71, ça remonte, ça redescend, et l'accès en Boise est plutôt sympa, et pas uniquement pour faire du tourisme. Mais on a également, et ça c'est aussi dans notre quotidien de tous les jours, quelques caravanes qui viennent se déplacer chez nous, avec des gens du voyage. Et alors on est ville d'Amboise, et le territoire, on est vraiment les bons élèves. Zone de très grand passage, on a même plus d'air d'accueil des gens du voyage que d'autres peuvent l'avoir. On est vraiment des très bons élèves. Cette année, on est déjà à plus de 33 interventions, gendarmerie, mise en place de l'article 2 avec recours force publique pour faire partir les gens du voyage qui sont sur des zones soit privatives, soit sur le domaine public, alors que l'année dernière on était à 22, voilà. Donc cette année on va quasiment doubler les interventions sur ces aires-là. La police municipale vient, fait recherche, IMAT, etc., note le nom des IMAT, voit avec les collègues gendarmes pour savoir qui ils sont, comment ou quoi, envoie à la préfecture. La préfecture dit « Ok, vous êtes dans votre bon droit, il y a 48 heures pour faire jouer l'article 2 de la Convention, etc. etc. » Forces de gendarmerie disent « On ne peut plus. » Alors on ne peut plus JO, on ne peut plus intervention, on ne peut plus, il y en a 4 en même temps, et pourtant on a la deuxième compagnie en termes d'activité de la région centre. Dans le on ne peut plus, moi j'ai des concitoyens qui disent on ne peut plus non plus. Et à force d'attendre, puisqu'on en est sur même une situation où il y a des gens, ils sont avec les caravanes, il ne fait pas beau, etc., etc., et ça fait plus de 2 mois qu'on attend. Comment voulez-vous que le maire que je suis, avec des concitoyens, et là on parle du quotidien, qui envoie sa PM, qui dit on fait des relevés, et que derrière, une fois que la PM est revenue avec le relevé, ah ben non, là il y a une plaque qui différencie de la dernière fois. Ah ben non, il faut refaire la procédure, merci la préfecture. Vous voyez, ça c'est du quotidien, et ça c'est l'équipe, la PM qui y va, qui est sollicitée dessus, qui ne peut pas faire du quotidien de tous les jours, puisqu'on est quand même sur, on rappelle quand même cette année, violence intrafamiliale, qui est une des prérogatives importantes sur lesquelles les forces étatiques doivent aller, mais également nous, la police de proximité. On est aussi sur un certain nombre aussi de cambriolages pour lequel tout le monde intervient. Alors on va vous dire, oui, là où on a vu une telle marque, etc. Et donc on va dire au maire, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez envoyer la police municipale sur le terrain, là, dans les rues, parce qu'on a besoin juste d'être rassurés. Voilà, ça c'est notre boulot. Mais après on est, on a que 6 policiers municipaux. Les gendarmes sont très sollicités. Et il y a un moment donné, le donnant-donnant, on ne peut plus, nous. Voilà, c'est tout. Oui, merci pour votre intervention qui crée le lien avec le deuxième temps de ce forum auquel nous avons donné pour nom rénover la coordination de sécurité entre l'État et les collectivités, des défis et
quelle solution les maires des communes qui n'ont pas de police municipale se retrouvent en première ligne, évidemment. Pour les communes qui possèdent une PM, eh bien, l'État se coordonne avec les élus par le biais, nous l'avons évoqué, de conventions. Les compétences des uns et des autres ne sont pas forcément claires et cette collaboration, mais ce que je dis est le reflet de ce que vous-même avez évoqué, ne semble pas toujours équilibrée. Alors pour en parler, on prit place à ma gauche. Jean-Claude Labrador. Il est là? Oui, c'est vous, hein? Non, il n'est pas là, c'est ça. Le maire de Rouen, Guyane. Jean-Claude Ségura. Pardon, Joseph, oui. Je me trompe une fois toujours dans un débat sur le prénom et je vous prie de m'en excuser. Maire de Saint-Laurent-du-Var et vous êtes vice-président de l'AMF. Rafika Rezgui qui est juste à côté de vous, qui est maire de Chilly-Mazarin dans l'Essonne. Et Lucien Juget, qui est maire de Scorbé-Clairvaux dans le département de la Vienne, une commune de 2300 habitants. La sécurité chez vous n'est pas assurée par la police municipale. Alors je vais vous donner un micro pour que vous puissiez répondre. Merci de votre invitation. Je n'aurais certainement pas été dans le même état d'esprit il y a quelques mois si vous m'aviez invité. Scorbé-Clairvaux, 10 km de Châtellerault, situé entre deux bretelles d'autoroute, 2300 habitants. La petite délinquance est maîtrisée, mais en très grande augmentation. Et puis le cambriolage est à plus 30%. Tout ceci chiffre fin 2023. Alors la brigade territoriale mobile, donc dans le cadre des dispositions voulues par le président de la République, a été installée, ouverte au 1er juin 2024, inaugurée le 18 septembre. C'est la 8e BTM de Nouvelle-Aquitaine et la première de la Vienne. Les 3 missions de la BTM ce sont des missions de contact, des missions de prévention, des missions d'intervention. La mission d'investigation ne vient qu'en appui éventuel. Alors, 6 gendarmes mixtes, tous logeant sur la commune, donc dans des logements ou communaux ou des logements privés, qui ont des vies de famille et qui font partie de la communauté clairvalloise au même titre que les professionnels de santé ou que les enseignants. Et on les voit passer, on les voit fonctionner, on les voit partir à leurs activités. Alors contact, ils partent avec leur Gen Truck le matin, écouter les citoyens des communes alentours, 30 communes à peu près, hein, écouter des plaintes, écouter des demandes, faire des échanges. Ils vont sur les marchés, voir la grand-mère qui va au poissonnier. Ils vont dans les hameaux, voir les personnes isolées ou malades qui sont signalées. Ils vont en vélo, bientôt à cheval, puisque nous avons des massifs forestiers, une voiture et donc le Gen Truck, comme j'ai dit. Mission de prévention très importante, parce que leurs interventions sont doublées d'une mission, je dirais, d'un système que nous avons mis en place de participation citoyenne. Vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne, où nous avons, avec une énorme surprise, une trentaine d'habitants qui se sont immédiatement manifestés à notre appel. Et le quadrillage est immédiat dans toute la commune. Les secteurs sont donc, je dirais, avec des habitants très motivés et avec une entente parfaite de cette gendarmerie. Mission d'intervention ensuite, évidemment, en liaison avec la COB, cette BTM étant sous le contrôle du commandant de circonscription. Alors, vous venez de parler de la gendarmerie, mon général. Parfois, vous avez peut-être, en écoutant les uns et les autres, pensé qu'on vous attaquait un peu. Mais alors, sachez que dans cette commune, celle que vous dirigez, monsieur Juget, vous avez inauguré il y a peu la brigade de gendarmerie. Vous n'avez pas fait d'invitation, mais il y avait énormément de monde. 170 personnes en réalité. Le général Dubuis, général de corps d'armée qui était présent, m'a dit « Je n'ai jamais vu une telle ferveur parmi la population
pour accueillir ces nouveaux gendarmes. Et c'est vrai. Madame Rezgui, vous êtes donc maire de Chilly-Mazarin, dans l'Essonne. Alors malicieusement, vous me dites 21 000 habitants les jours de soleil, 25 000 les jours de pluie. Mais sérieusement, la collaboration entre les services de l'État et votre police municipale, vous dites il y a une asymétrie auquel il faut mettre fin, ou il faudrait mettre fin. Oui, merci beaucoup. D'abord, apporter une petite correction, parce que l'Essonne, ça s'écrit avec deux N, E, et puis pour saluer Monsieur le ministre et mes chers collègues, si notre présentateur a rappelé cette notion de double comptabilité des habitants, c'est parce que je fais référence souvent à cette divergence qui est faite par les services de l'État selon qu'ils nous doivent de l'argent ou selon qu'on lui doive. On se rend compte, hélas, que notre population est un peu fluctuante. Puisque le thème de cette table ronde porte sur les défis et solutions, moi je voudrais d'abord parler des causes profondes, parce qu'on parle des solutions, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on parle des causes, des raisons pour lesquelles nous développons des polices municipales. Si nous développons des polices municipales qui sont a priori pas la compétence première des communes, c'est quand même une réponse à, pardon du mot qui est sans doute un peu dur, à une forme d'effacement, de délaissement de la part de l'État, puisque les polices nationales aujourd'hui ont perdu beaucoup de leur capacité d'action, de leur capacité d'intervention rapide sur le terrain, et la mise en place des polices municipales, je tiens quand même à le souligner, c'est une évidence qui me paraît nécessaire, n'est qu'une réponse à cela. Et donc le défi, j'ai envie de dire le premier, c'est de plaider pour que la police nationale retrouve des moyens à hauteur du défi attendu de la part de nos concitoyens, que nous ayons une police municipale ou pas, c'est-à-dire que nous ayons les moyens ou pas, tous nos concitoyens doivent avoir un égal accès à la sécurité. Maintenant que j'ai dit cela, évidemment, Chilly-Mazarin s'est orienté, comme beaucoup de communes qui ont réussi à dégager du budget, parce que ce n'est pas le sujet de la table ronde aujourd'hui de parler de la loi de finances, mais c'est le sujet d'actualité quand même. On nous reproche de dépenser beaucoup, et notamment sur les budgets liés au personnel communal, mais une partie de notre dépense, quand on a une police municipale, elle est liée précisément à la réponse qu'on apporte à l'effacement, pardon de ce mot encore une fois, mais je n'ai pas d'autre mot pour illustrer en tout cas le vécu que nous avons, que nous ressentons en tant qu'élus municipaux, en tout cas pour ma commune, pour laquelle je veux témoigner. Donc nous avons élaboré, nous, une stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, à laquelle nous avons associé les différents services de l'État, évidemment police nationale, procureur de la République et ses services, et les différentes autres intervenants de ce champ de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Nous avons élaboré une stratégie que nous déclinons au moyen d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La convention de coordination entre les collectivités et l'État, normalement, parce que c'est un contrat, devrait partir de ce contrat, que finalement de ce diagnostic, de cette stratégie que nous avons définie ensemble, pour définir de manière très opérationnelle la manière dont on allait l'atteindre. Benoîtement, j'ai pensé que c'était bien ça l'intérêt de cet outil de la convention de coordination. Or, j'ai pu constater qu'il m'a fallu plusieurs mois, en réalité même années d'attente, avant que cette proposition faite par mes équipes sous mon autorité puisse revenir des services de l'État totalement amendée, pour certes maintenir les grands axes prioritaires que nous avions définis, mais in fine reprendre la convention type. Je crois que nous avons tous la même convention de coordination, et qui ne permet pas en fait d'être un outil de pilotage stratégique pour aboutir au résultat du diagnostic que nous avons pourtant élaboré conjointement. Et donc, il me semble qu'un des premiers défis qui est le nôtre dans la rénovation du dialogue entre police municipale, police nationale, et donc municipalité et État, c'est précisément de faire de cette convention un véritable outil personnalisé au territoire pour obtenir les vraies solutions et les vraies réponses. C'est une convention qu'on a signée à trois, le maire, le préfet, la préfète en l'occurrence, le procureur de la République. Or,
je décline dans cette convention les moyens de la police municipale, voilà, dans ma commune, ses modalités d'intervention, mais je n'ai pas le corollaire côté police nationale et je n'ai aucune disposition qui donne des engagements de la part du procureur de la République, par exemple, pour faire un retour d'informations sur les interventions, par exemple, de la police municipale. C'est un constat que je fais. Aujourd'hui, le feedback, le retour des interventions de la police municipale, il est au gré des échanges que j'ai avec le commissaire, avec mes correspondants police nationale et procureur de la République. Évidemment, comme on s'entend bien, cela se passe bien. Mais c'est toujours poussif, c'est-à-dire que ça n'est jamais automatique et c'est toujours à la demande, là où il me semblerait que la rénovation du dialogue, elle passerait par un rééquilibrage et une automaticité des réponses. Alors je crois que j'ai déjà été un peu longue. Je peux continuer ou pas? Je vous redonnerai la parole après. Non? Bon. Si monsieur vous donne la parole, monsieur Segura. Mais je pense qu'il y a absolument, mais tous vos collègues ont certainement beaucoup de choses à dire et j'essaierai en fonction du temps, bien entendu, de vous redonner la parole. Une anecdote, Joseph Segura, vous êtes maire de Saint-Laurent-du-Var, une anecdote qui est significative, me semble-t-il. Vous m'avez dit l'autre jour, les Laurentins et les Laurentines appellent plus facilement la police municipale que le 17. Oui, merci. Commencer par ce propos, je voudrais, Monsieur le Ministre, et Mesdames, Messieurs, mes chers collègues maires, vous savez, le maire, nous sommes à la portée de baffe et nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur notre commune. Tout. Même ce qui nous échappe. Et pour revenir tout à l'heure, permettez-moi juste, j'ouvre la parenthèse, je la referme aussitôt. Un maire, on dit, vous êtes OPJ, mais on est OPJ de rien, hein. On ne fait pas de procédure, on n'est pas habilité, on ne va pas dans les tribunaux, on ne fait pas de la perquisition. Donc on a un titre d'OPJ, mais aller dire à un policier national ou un OPJ, je suis OPJ, voilà, je pense qu'il va vous dire, ben, t'as qu'à faire l'enquête et tu verras bien. Donc on n'est pas du tout OPJ, on a juste un titre, mais on n'est pas OPJ. Après, moi j'ai une commune de 31 000 habitants, avec un port de Milano. J'ai 60 policiers municipaux avec les administratifs et un commissariat, une circonscription avec un bassin une ville de Cannes-sur-Mer à 50 000 habitants et moi. Et avec des effectifs, malheureusement, et on le sait, réduits. Si je n'avais pas ma police aujourd'hui, ma police municipale, est-ce que j'aurais autant de policiers nationaux sur mon territoire? C'est une question parce que moi, ma police municipale, elle travaille 24 heures sur 24, jour et nuit. Sur le bassin à côté, la commune de circonscription, elle ne travaille pas la nuit. Ce qui fait que les renforts aussi, dans l'illégalité aussi, ça peut être, le commissaire fait ce qu'il peut avec les moyens. Eh bien, on va renforcer un dispositif qui va se trouver sans police municipale. Et nous, avec notre police, on va assurer la sécurité. Parce que nos concitoyens nous demandent d'assurer la sécurité. On parlait du narcotrafic ce matin. Pardonnez-moi, je fais une parenthèse également. J'ai dû prendre un arrêté municipal contre la dissimulation du visage, il y a 3 semaines, parce que nous avons des bandes de jeunes qui arrivent sur la commune, cagoulés, avec des lunettes noires à 20h, avec un sentiment d'insécurité, et qui cachent le visage. On m'a dit, monsieur le maire, vous ne faites rien quand ces bandes ne se sentent pas en sécurité. J'ai pris un arrêté contre la dissimulation du visage. C'est passé au contrôle d'égalité. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je dois le faire? Donc je donne les moyens à ma police municipale de se saisir aussi, parce qu'on n'a pas les moyens. Très justement, on le disait, le député le disait, et mes collègues le disaient, et c'est vrai, c'est un vrai sujet. Nous, on ne veut pas être des shérifs. J'ai entendu le mot shérif. Moi, je n'ai pas envie d'être shérif. Moi, je veux être un maire avec des responsabilités. Parce que lorsqu'on est maire, on assume ses responsabilités. Que ce soit sur les dépôts sauvages, que ce soit sur les incivilités, que ce soit sur les délits routiers, on en a de plus en plus, et que ce soit aussi malheureusement dans les délits plus importants. Et on voit aujourd'hui la difficulté que nous avons, nous les maires. Alors nous passons des coordinations de sécurité, nous passons avec les GPO, avec les commissaires, avec le procureur, mais s'il n'y a pas d'effectifs, on pourra faire ce qu'on veut, on n'aura pas les moyens. Moi je demande d'avoir des effectifs
Avoir les moyens, bien sûr, on en reparlera, ça sera tout le Beauvau de la police municipale sur les prérogatives des polices municipales. Mais pour autant, je ne peux pas envoyer mes femmes et les hommes dans la rue sans répondre à la violence qui est en face, en risquant leur vie au quotidien, sans leur donner les moyens de cette police. Moi, je n'envoie pas mes policiers se faire tuer. Moi, j'ai envie qu'ils aient aussi, et ça c'est important, les moyens pour justifier aussi la sécurité, la tranquillité dans ma commune, et pour autant, dans le respect des lois, avec, bien sûr, alors sous l'autorité, le contrôle du procureur, ce qui est déjà à l'origine, parce que lorsqu'on fait un rapport, on vous l'adresse immédiatement dans le cadre de la loi. Mais je crois qu'aujourd'hui, les prérogatives de la police, c'est une nécessité. Merci beaucoup. Autre problématique locale avec vous, Jean-Claude Labrador. Vous êtes maire de Roura, c'est en Guyane, c'est 3500, 4000 habitants à 30 km de Cayenne. Mais vos problématiques, je le disais, sont très différentes. C'est l'orpaillage clandestin, c'est l'immigration venue d'Haïti ou en face du Brésil. Alors, comment vous travaillez? Et du Suriname, bien entendu, qui est encore plus proche. Comment travaillez-vous avec l'État? Mesdames, Messieurs, tout d'abord mes excuses, hein, parce que j'étais au grand auditorium, j'étais persuadé que c'était là-bas, et tranquillement, j'écoutais le débat. Alors j'ai dit, bon, décidément, vous êtes en retard. Et nous vous avons retrouvé, c'est l'essentiel. Merci. Donc, alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je n'ai que 5 policiers municipaux. Je suis arrivé, il y en avait 3, j'en ai recruté, il y en avait 3, il y a un qui est parti, j'en ai recruté 3 à nouveau. Je vous dirais que mon passé, parce que je suis un ancien fonctionnaire de police, j'étais motard dans la police, j'ai terminé major, j'étais secrétaire général Antilles-Guyane Réunion et j'étais au syndicat national des policiers en tenue pour ceux qui connaissent l'histoire de la police. Et je vous dirais que il y a une chose qui manque, parce que sur le terrain, il faut que, je vois mon collègue qui dit, il a 60 policiers, il a besoin de ce qu'il faut pour travailler. Dont les policiers ont besoin. L'article 21, ça ne sert plus à rien pour un policier municipal. Il faut absolument que le policier municipal ait une possibilité de faire le minimum. C'est que lorsqu'il fait une interpellation, par exemple, sur un cyclomoteur non assuré, quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, pour enlever un véhicule, je parle du pratique sur le terrain. Et quand il a interpellé quelqu'un, qu'il ait au moins la possibilité de rédiger sa procédure sous l'article 20, et il a évidemment, il faut qu'il soit un peu OPJ, parce que lorsque vous faites le ratio pour ceux qui ont une faible police, et même je dirais dans un cadre général, parce que je pense que les policiers municipaux, au travers de ce que j'ai discuté avec eux, parce que avant d'être maire, j'ai quand même fréquenté beaucoup de policiers municipaux, ils s'ennuient dans leur fonction du quotidien. Pourquoi ? Parce que la moindre petite interpellation, il faut appeler un gendarme, il faut appeler un policier, encore qui a la qualification d'OPJ. Et en même temps, ça permettra à la population d'avoir, je pense à mon avis, quelque chose de plus rapide. Parce que ça traîne. Et parce que la procédure, lorsqu'elle est faite avec une police municipale, le gendarme viendra quand il pourra. Ça, c'est pas de sa faute, parce qu'il a aussi une mission. Le policier, ce sera la même chose. Et en définitive, écoutez, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'on ramène le gars au poste de police et on attend. Pendant ce temps-là, le policier, il n'est pas sur la voie publique. Alors moi, je pense qu'il faut étudier cette possibilité d'étendre, de donner aux fonctionnaires de police municipaux la possibilité de travailler. Sinon, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais je vous dis honnêtement que... alors, est-ce que ça a un effet? Je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup de policiers nationaux qui vont vers la municipale, ainsi que des gendarmes. Mais posez-vous la question. Aussi, ça existe. Pas forcément. Ils viennent plus souvent à la police municipale que d'aller ailleurs. Vous savez, quand je regarde les statistiques, parce que je les ai, je les regarde, j'invite mes collègues à les voir, je pense qu'ils verront la même chose que moi. Une question qui s'adresse à travers vous, vous serez le porte-parole des maires. Lorsque la police municipale a arrêté un individu, ensuite la police vient le chercher, nationale. Est-ce que vous avez des informations sur la suite de l'enquête?
par défaut professionnel sans doute, mais je pense que mes collègues font la même chose parce que ça aussi c'est leur travail, je veux savoir ce que ça est devenu. Oui, mais c'est pas aussi fluide que ça. C'est-à-dire que c'est la durée du travail. C'est-à-dire qu'un gars qui interpelle à 9h, il peut revenir à 11h. Alors que quand vous faites un défaut d'assurance ou un défaut de permis de conduire, il y en a pour 2 heures maximum. Pourquoi, Madame Charbonnier, c'est pas aussi fluide que ça lorsqu'il y a une arrestation qui a été réalisée par la police municipale et que la police nationale forcément ne transmet pas les suites à ceux qui ont procédé à la première étape? Alors je crois que c'est la question de la communication aussi, et on le voit bien dans tout le cœur du débat aujourd'hui, que ce soit la première table ronde ou la seconde table ronde. On a vraiment un besoin de coordination. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, les polices municipales, c'est la 3e force de sécurité intérieure aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a eu une montée en puissance des effectifs des polices municipales. Il y a eu une professionnalisation aussi progressive avec des polices armées qui nécessitent beaucoup de formation, et ça je crois que c'est quelque chose de très très important. Après, il y a la question de la disponibilité. À partir du moment où vous interpellez quelqu'un, il faut effectivement faire la mise à disposition ensuite vers des services de police ou de gendarmerie, c'est la même chose. Donc il faut qu'une patrouille soit disponible pour récupérer la personne et puis la prendre à son compte. Et puis après, c'est vrai qu'il y a la question du traitement de la procédure au sein des services de police ou de gendarmerie. Cette question de la procédure pénale, c'est quelque chose de très très important, qui est chronophage aujourd'hui. Monsieur le procureur, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je crois que sur les services de police comme de gendarmerie, je parle sous votre couvert général, la question de la disponibilité, elle est liée à cette complexité et au temps de traitement. Donc je crois que ça, dans les débats qui suivront et les débats qui pourront avoir lieu dans le cadre du Beauvau des polices municipales, c'est aussi jusqu'où aller dans les pouvoirs qui sont donnés aux polices municipales pour pas tomber dans l'excès inverse, d'en faire des services d'enquête parallèles qui vont avoir les mêmes effets en termes de manque de disponibilité sur la voie publique. Parce que la police municipale, je pense que c'est très important de le rappeler, ça a été dit, c'est la police de la tranquillité publique, c'est la police de la sécurité publique. C'est donc une police qui est aussi visible pour les citoyens, qui a un rôle à la fois de prévention de la commission des infractions sur la voie publique, parce qu'on le sait, une présence dissuade, et puis de rassurer la population. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très très important. Donc vous êtes la porte-parole aujourd'hui de la police nationale et vous êtes numéro 2 de la sécurité publique en général. Cette évolution potentielle des pouvoirs de la police municipale, ça vous fait frémir ? Non, heureusement du reste. Mais alors tout d'abord, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, et un grand merci à l'AMF pour l'invitation, pour pouvoir participer à ces débats qui sont toujours très enrichissants, très instructifs. Je voudrais, avant de vous répondre, monsieur, si vous le permettez, revenir sur 2 notions qui ont été évoquées au cours des 2 mini-débats précédents, pour apporter peut-être un témoignage vu côté gendarmerie. Le premier, la question de la double tutelle ou la double autorité d'un chef de police municipale qui obtiendrait une qualification d'OPJ et qui serait partagé entre un premier chef, entre guillemets, son maire, et un deuxième chef qui serait le procureur. Tous les chefs territoriaux de gendarmerie connaissent très bien ce sujet. Ils n'en ont pas 2, ils en ont 3. Quand on commande une compagnie, on a évidemment son N+1 gendarmerie, mais on a aussi le sous-préfet d'arrondissement pour la police administrative, et on a évidemment, monsieur le procureur, pour la police judiciaire. Et je peux monter comme ça au niveau départemental et au-dessus. Donc ce n'est pas un vrai problème, en tous les cas, selon moi. C'est une notion de répartition des missions, répartition des responsabilités. Premier point. Deuxième point, a été évoquée la notion, dans le débat qui vient de s'achever, d'effacement des forces de sécurité. Je peux l'entendre, mais je voudrais apporter une nuance. Je parle pour ma maison, la gendarmerie. Création en cours de 239 brigades supplémentaires. On a eu un très beau témoignage, merci monsieur le maire, jusqu'en 2027, peut-être 2028, pour arriver au terme de ce plan, issu de la précédente LOPMI. Les 2 tiers seront sur le modèle qui a été exposé du côté de Châtellerault, donc dite mobile, et un tiers sera classique, brigade territoriale
tels que vous les connaissez. C'est aussi la création d'unités de forces mobiles, pour nous des escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires, qui vont là où on a le plus besoin. Force est de constater qu'actuellement, c'est l'outre-mer qui nous sollicite énormément, pas la Guyane, j'allais dire pour une fois, pas Mayotte, j'allais dire pour une fois, mais la Nouvelle-Calédonie, tout le monde, je pense, connaît la situation actuelle de cette île. C'est aussi le recours aux réservistes, qui souvent, parfois, créent des liens avec la police municipale, du reste, en tous les cas avec les habitants des territoires. On est passé de 25 000 à 35 000 réservistes et nous avons reçu pour mission du ministre d'aller vers 50 000. Donc voilà, j'apporte un petit peu de nuance, pardon Madame le maire, sur la notion d'effacement des forces de sécurité intérieure dans les territoires. Mais oui, il reste néanmoins, surtout pour la zone de compétence gendarmerie, le sujet de maîtriser des superficies plutôt vastes et H24, la délinquance frappant où elle veut, quand elle veut, et pas forcément devant la brigade ou devant la mairie à 15 heures. Donc, j'en arrive à votre question. Est-ce que je suis effrayé? Pas du tout. Je pense qu'il y a une nécessité, monsieur le député parlait de maturité dans l'opinion publique, une forme de prise de conscience sur le fait qu'il est nécessaire, de mon point de vue, encore une fois, que les policiers municipaux actent de plus en plus, non seulement dans le domaine contraventionnel, qui est le grand classique de leur champ d'action, mais désormais dans le champ délictuel. Et la loi ayant créé les amendes forfaitaires délictuelles, c'est tous les cas concrets qui ont été évoqués de défaut d'assurance, de défaut de permis, de nuisances sonores, d'usage de stupéfiants, etc. Tout ce champ-là, bienvenue aux polices municipales et donnons-leur le cadre réglementaire, législatif et les moyens d'agir. J'y suis en effet très favorable. Voilà la réponse que je pouvais vous apporter. Monsieur d'Aragon, vous avez assisté et entendu un certain nombre au cours de cette heure et quart passer à nos côtés de commentaires, d'attentes. Et est-ce que ce qui a été dit vous rassure, vous inquiète, et est-ce que cette attente peut être éventuellement ou réellement satisfaite? Bien, merci de m'accueillir. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des collègues présents. Je dis collègues parce que je suis toujours maire de Valence et toujours vice-président de l'AMF France et président de l'AMF Drôme. Donc très au fait des sujets qu'on évoque ce matin, cet après-midi, avec un prisme un peu particulier puisque je suis dans les 3 villes qui avaient été désignées par le précédent gouvernement pour être force d'action républicaine, avec la demande formulée à l'époque d'être un peu innovant sur les propositions que nous pourrions faire pour que les choses évoluent. Et donc, au moment où Michel Barnier me propose de m'occuper de la sécurité du quotidien, il me dit « tu t'occuperas notamment des polices municipales ». La police municipale de Valence est passée de 32 à 75 effectifs en moins de 10 ans et nous avons doté de près de 240 caméras en 6 ou 7 ans notre commune et on va monter à 300. Donc je fais partie de ces maires qui en effet se disent « j'investis beaucoup dans la tranquillité du quotidien au bénéfice de mes concitoyens ». Et en même temps, je voudrais, j'allais dire, remettre l'église au cœur du village, si vous me permettez l'expression. Je voudrais rappeler quand même, c'est pas parce que j'ai changé un tout petit peu de casquette, parce que je redis que j'ai gardé celle de maire, je voudrais rappeler quand même qu'en général, quand on crée une police municipale ou quand on augmente largement ses effectifs ou quand on démultiplie le nombre de caméras, c'est aussi dans le projet municipal que nous présentons à nos concitoyens. On ne le fait pas en se disant un matin, tiens, j'ai vu qu'il y a un peu moins de police nationale ou un peu moins de gendarmerie nationale. En général, ce n'est pas ça le ressort. Le ressort, c'est j'ai ressenti que ma population attend un peu plus de tranquillité publique dans un contexte où on voit bien qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente et dans laquelle il faut que ce continuum de sécurité, nous y prenions en tant que maire notre part. C'est le premier ressort. Et le deuxième ressort, c'est de se dire qu'au-delà d'avoir des moyens de contribuer au continuum de sécurité, on va aussi assurer cette tranquillité qui est celle de l'accès aux rues piétonnes, qui est celle du stationnement sur les pistes cyclables, parce que là, quel que soit, pardon de le dire ainsi, le bord politique, on a tous envie d'avoir des pistes cyclables de très bonne qualité. Et quand on a des caméras, en plus, on peut les dégager des voitures qui se garent dessus. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de couleur politique, on peut aimer le vélo, et on peut mettre des caméras, et puis comme ça facilite la pratique du vélo. On peut surveiller des grands événements, on peut surveiller des marchés quotidiens, alimentaires, enfin on peut faire plein de choses qu'avant on faisait en mettant
étant des policiers municipaux qui allaient surveiller l'installation du marché le matin. C'était ça leur rôle au tout début, il y a 30 ou 40 ans, quand la police municipale était là. Elle appliquait les sujets de déballage sur l'espace public notamment. Alors elle a beaucoup évolué, cette police municipale, et depuis tout à l'heure, je vous entends évoquer un certain nombre de sujets. Je reprends ce mot effacement. J'ai pas changé d'avis non plus en rentrant dans le gouvernement. Oui, j'ai bien ressenti qu'il y a eu un moment quelques difficultés sur les effectifs. Je l'ai ressenti d'autant plus qu'il y a eu une accélération des phénomènes de délinquance et de criminalité. Donc je me dis qu'en effet, il y a eu un moment où les effectifs de fonctionnaires en France ont diminué, on s'en souvient tous. On a eu dans cette même période une augmentation du niveau de délinquance et de criminalité, on s'en souvient tous. Et pourtant maintenant, depuis une dizaine d'années, le virage a été pris et les effectifs réaugmentent. Et ça a été dit tout à l'heure, pour différentes causes. Les effectifs arrivent petit à petit avec des brigades qui vont être créées, 237, dans un délai plus long. Parce que là, maintenant, je ne fais pas de grandes révélations au maire que vous êtes et que je suis. On est un peu en difficulté, donc il va sans doute falloir étaler dans le temps les arrivées de ces brigades, mais elles vont arriver. C'est un des sujets du recrutement, mais il y en a bien d'autres. Cette année, 23 000 recrutements, beaucoup de remplacements dans ces 23 000, mais aussi des arrivées nouvelles, telles que ça a été prévu dans la LOPMI. Il se trouve qu'au ministère de l'Intérieur, nous avons un budget qui ne va pas diminuer, qui va même progresser de 752 millions d'euros. Ça n'est pas rien, ça n'est pas dérisoire. Et donc, sur le sujet de l'effacement, je comprends qu'on puisse penser à ça. La réalité, depuis maintenant une dizaine d'années, s'est inversée progressivement, lentement, mais c'est le cas. Je voudrais parler du sujet de la communication, parce que ça a été pas mal évoqué à deux titres. La communication entre les acteurs du continuum de sécurité, elle est indispensable, elle est précieuse. Et en effet, c'est une vraie difficulté lorsqu'on est maire de ne pas avoir les informations sur ce qui se passe ensuite, sur les personnes qui sont interpellées, qui sont mises en garde à vue, qui sont parfois libérées immédiatement ou qui sont parfois renvoyées devant un magistrat qui décide de les incarcérer ou non. Et nous avons besoin de le savoir tout simplement parce que, pardon Joseph, je ne reprends pas ta formule à portée de baffe, je ne veux plus l'entendre, parce que les agressions d'élus, c'est aussi parce qu'on a fait croire aux gens qu'on était à portée de baffe. On n'est pas à portée de baffe. Éventuellement à portée d'engueulade, éventuellement à portée de discussion, mais les élus ne sont pas à portée de baffe. Il faut qu'on bannisse ces mots. Et enfin, tu es bien placé pour le savoir, tu t'occupes de ces sujets avec beaucoup d'attention. Mais voilà, on est ceux vers lesquels se dirigent les citoyens en disant mais dans ma rue, là, il s'est passé un truc et le monsieur, il a été interpellé et qu'est-ce qu'il est devenu ? Ou alors pire, il a été interpellé, ce qu'il a fait c'est très grave, et ben voilà, il est là, il est revenu là, il y a une demi-heure, et on ne sait même pas ce qui va arriver. Et là on a un vrai problème, monsieur le procureur, faites bien de lever la main, le doigt, je ne sais pas si c'est pour parler ou si c'est pour valider, mais moi je fais partie de ces élus qui ont subi des atteintes très graves sur le territoire, puisque la première quinzaine de mai 2023, il y a eu 4 homicides liés au narcotrafic sur mon territoire. Et la police nationale ainsi que les magistrats ont fait très bien leur travail, puisque moins d'un mois plus tard, il y avait 23 personnes qui avaient été interpellées, incarcérées. On ne l'a jamais dit. Jamais. Jamais dans la presse, jamais aux élus, jamais à personne. Et je crois que dans les sujets qui doivent nous préoccuper aujourd'hui, il y a à la fois l'information des élus, parce qu'ils ont besoin de pouvoir, ils ont la nécessité de rendre des comptes à leurs concitoyens, mais aussi l'information générale de la population pour dire que la police et la gendarmerie font leur travail, que la justice rend des décisions, qu'elle incarcère, qu'elle tient compte des délits et des crimes qui se produisent. Et ça, ce serait tout bénéfice dans le continuum de sécurité, parce que les moyens que nous déployons, d'abord parce que nous nous y sommes engagés lors des échéances électorales, mais aussi parce qu'il y a la nécessité de participer au continuum, on aurait la possibilité de faire une fois de plus la démonstration qu'ils ont été investis de façon pertinente et efficace. Je voudrais revenir, mon général, si vous me permettez, sur la multiplicité de chefs. Je crois qu'il n'y a aucun maire qui se questionne sur le fait que ça peut fonctionner quand on a plusieurs chefs. Je vous le traduis différemment. Quand on est maire, pardon, j'utilise 2 casquettes aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas, chers collègues. Quand on est maire, on considère que celui qui paye commande. Et je crois que c'est ça le souci des maires. Je crois que c'est ça le souci des maires. C'est que comme ils payent, et qu'en plus, il y en a encore un certain nombre qui pensent que la tranquillité, la sécurité publique, c'est du ressort de l'État. Certains pensent qu'ils payent injustement.
Voilà, comme ça, je me fais aussi l'interprète de tous les maires qui sont ici. En réalité, moi, je considère que ça n'est pas injuste parce que nous avons un rôle important dans le continuum de sécurité. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons tous très peur qu'un jour, le procureur de la République, vous savez, le procureur de la République, celui qu'on n'a pas encore vu, parce qu'en général, tous ceux qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, bon, en ce moment, on a un super procureur de la République, ça se passe à merveille, mais imagine si demain, c'en est un autre et qui, vous m'avez tous dit ça, on s'est tous vus là récemment à peu près. En vérité, le policier municipal qui aura ce rôle d'OPJ, il aura ce rôle d'OPJ pour avoir accès aux fichiers. Il aura ce rôle d'OPJ pour pouvoir verbaliser a posteriori une infraction routière, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Il faut que ce soit un policier national qui vienne. Donc, il aura ce rôle d'OPJ quand il sera au poste. Ce n'est pas la peine qu'il y en ait 15, il y en aura un. Et on l'appellera quand on aura besoin d'avoir accès aux fichiers, comme on le fait aujourd'hui. Donc, je prends l'exemple de la ville de Valence. Le directeur de la police municipale est là. Il croit que oui, il a bougé. Non, il est là-bas. Il est au téléphone. Il doit se passer des choses chez moi. Il y aura un chef de police qui sera en permanence au poste, qui sera au PJ et qu'on appellera pour lui dire, dis donc, la plaque de telle bagnole ou telle personne, est-ce que tu peux me l'identifier et me dire. Et je ne pense pas que le procureur pourrait le dire mieux que moi, va se dire soudain un jour, ah bah tiens, il y a un OPJ qui est au poste de police municipale, c'est lui que je vais requérir pour aller constater un délit ou un crime ou faire une commission rogatoire ou que sais-je. Je ne pense pas. Ce qui veut dire qu'on en parlera mieux demain matin au Beauvau des polices municipales, mais pour moi, le rôle de l'OPJ dans la police municipale, il est identifié à une personne, il est dans un temps réduit et il est pour des missions précises. Et il n'est pas question d'avoir 25 OPJ sur 50 policiers municipaux qui puissent être requis pour faire toutes les missions qui ne sont pas les leurs. Vous me dites, c'est vous qui me faites signe, hein, moi, parce que je peux parler pendant à peu près 5 ou 6 heures et que je sais que mes collègues n'attendent que ça. Ça rappellerait des temps immémoriaux. Voilà. Ce que je vous propose, Monsieur le Ministre, faites passer, ou si vous voulez continuer quelques minutes, et après, la salle veut certainement poser un certain nombre de questions, soit à vous, soit aux 11 interlocuteurs qui sont autour de moi. Et effectivement, comme le temps n'est pas trop extensible, donc comme vous voulez, si vous pouvez... Peut-être juste un mot pour dire que pour nous, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La première d'entre elles, c'est la libre administration des collectivités locales. C'est le maire qui décide de créer une police municipale, c'est le maire qui décide de l'armer, c'est le maire qui décidera d'avoir un OPJ ou pas, c'est le maire qui décide de mettre des caméras, qu'elles soient intelligentes ou pas intelligentes. C'est le maire qui décide parce que c'est l'argent du contribuable municipal qui finance ces opérations. La deuxième ligne rouge, c'est que la police municipale, ça reste une police de proximité, de tranquillité, pas une police judiciaire, pas une police d'enquête, pas une police de maintien de l'ordre, bien que j'ai eu des demandes parmi les collègues qui m'ont demandé des armes longues et la possibilité d'intervenir en maintien de l'ordre. Mais on discutera de tout ça. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'objectif, c'est de mettre en place une boîte à outils. Ça veut dire que chaque maire décidera dans cette boîte à outils, au même titre qu'il décide aujourd'hui, quand il a une police municipale, de l'armée ou de pas l'armée, chacun décidera de ce qu'il veut faire et des compétences supplémentaires qu'il veut donner, le PVE sur les arrêtés municipaux, l'AFD à disposition sur un certain nombre de délits, de l'armement supplémentaire, la possibilité de fouiller un coffre si le législateur nous y autorise, la possibilité de contrôler une identité, d'avoir accès aux fichiers. C'est le maire qui décidera de prendre dans cette boîte à outils la compétence ou de ne pas la prendre. Ça veut dire que quand j'ai un collègue ici qui veut surtout pas, je lui confirme que sûrement que si on peut le faire, on va le prévoir, on va le mettre et que lui ne le prendra pas et que par contre tous ceux qui le souhaitent pourront le faire. C'est aussi ça, chers collègues, la libre administration des collectivités locales. Ça ne vaut pas que l'État aux collectivités, ça vaut aussi entre collectivités. Voilà, chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole et qu'il se signale, ce que je vous demande simplement, c'est de poser une question brièvement afin que nous utilisions le temps qui nous reste pour donner la parole à un maximum de personnes. Alors, Monsieur Fauvergue me demande la parole, je la lui donne. Pour poser une question, bien entendu. Bien évidemment, merci. D'abord, avant de poser la question, je veux saluer Jean-Claude Labrador, qui était motard à Cayenne quand j'étais chef de la police à Cayenne, et avec qui nous avons essuyé le feu de braqueurs guyanniens. Ouais. Monsieur le ministre, bonjour. Juste la question que je veux poser, c'est que de 2017 à 2022, nous avons porté une loi, c'est la loi sur la sécurité globale,
qui est une loi importante. Sur l'article 1er, nous donnions déjà un certain nombre de pouvoirs aux policiers municipaux. Cette loi a été votée par tous, le Sénat, l'Assemblée nationale, en grand nombre. Et malheureusement, cet article numéro 1 a été strafé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous allez repartir sur ces bases-là? Parce que sur ces bases-là, il y avait toutes les bases des amendes pénales forfaitaires, en particulier pour les stupes. Et je pense qu'il faudrait y rajouter aujourd'hui, parce que c'est un phénomène important et qui prend de l'ampleur, des amendes pénales forfaitaires sur le trafic de cigarettes qui prend maintenant énormément d'ampleur sur les territoires. Donc je pense, Monsieur le Ministre, que ça s'adresse à vous. Je pense aussi. Merci. D'abord, je voudrais en profiter pour vous saluer parce que vous avez œuvré beaucoup sur le sujet avec Éric Pauget. Vous étiez un binôme qui a beaucoup produit et on va évidemment fonder le travail qui est en cours de construction sur les travaux nombreux que vous avez conduits. Oui, nous avons l'intention d'utiliser les éléments que vous aviez mis en avant. Et oui, nous avons aussi l'intention d'utiliser l'expérience, la mauvaise expérience finalement que vous avez vécue par la censure en écrivant les choses de telle sorte qu'elles passent le cap du Conseil constitutionnel le coup prochain. Donc en établissant très clairement le lien avec l'autorité judiciaire sur un certain nombre de dispositions que nous allons inclure dans ce projet de loi, sachant que évidemment on va travailler. L'objectif c'est d'avoir une loi qui parlera de ce sujet-là, qui parlera de la sécurité civile, qui parlera de la sécurité dans les transports, qui parlera de tous les sujets qui font partie de la sécurité du quotidien, et évidemment de nous garantir avec les expériences vécues par différents parlementaires qui ont travaillé sur le sujet, dont vous êtes, dont Éric est, de nous garantir que ça passe le cap du Conseil constitutionnel en prenant les bonnes mentions, évidemment. Monsieur. Oui, bonjour, Laurent Petit, donc maire d'une petite commune dans le Haut-Jura, Morée, 5500 habitants. On a une petite police municipale avec 2 agents, quelques caméras de surveillance. Et moi, ma question est assez simple aussi dans les outils que l'on pourrait utiliser. La dernière fois, j'ai été témoin d'une voiture qui prenait sciemment un sens interdit pour narguer. Et donc, je l'ai signalé à ma police municipale en disant « Tiens, regardez sur les caméras et vous me l'amendez et autres. » Et ils m'ont dit « Ah ben non, ça, j'ai pas le droit. » Alors voilà, pourquoi n'a-t-on pas le droit éventuellement, de temps en temps, de regarder, de visionner pour mener des infractions, condamner des infractions? Question qui revient souvent, Monsieur le Ministre. J'y ai à moitié répondu tout à l'heure dans le propos liminaire. En fait, c'est un OPJ qui peut le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un policier ou un gendarme. Si demain, vous faites le choix d'avoir dans vos petits effectifs un OPJ, il pourra le faire lui-même. Parce que vous pouvez le faire en direct en tant que policier municipal, mais vous ne pouvez pas le faire en relecture. Il faut être OPJ. Donc on pourra... alors d'abord aujourd'hui, le monsieur qui a fait ça pour vous narguer, je pense que si vous appelez la gendarmerie ou la police en fonction de la zone où vous êtes, ils pourront venir pour le constater. Parce qu'en plus, si c'est fait exprès, je pense que ça vaut le coup de le sanctionner. Enfin, si vous avez toujours les images, parce que si ça fait longtemps, ça doit être écrasé depuis longtemps dans le système. Mais demain, la fonction d'OPJ permettra de faire ce type de verbalisation. Alors, un témoignage, m'a-t-il dit, du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Oui, merci. Un témoignage aussi en qualité de président du Forum français de sécurité urbaine. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas étonné puisque nous avons eu l'occasion d'en discuter hier soir à votre ministère. Je voudrais dire ici publiquement que nous, les maires, sommes de plus en plus confrontés à un continuum de sécurité qui, de fait, devient ce que j'appellerais un transférum de continuité. C'est au titre du continuum de sécurité que nous avons été amenés à nous intéresser de plus en plus aux problèmes de sécurité. Vous avez raison, monsieur le ministre, de le rappeler. Nos concitoyens, nos électeurs attendent des maires qu'ils contribuent à la sécurité publique, d'où ce continuum de sécurité, du fait qu'en général, nous travaillons bien avec les responsables de la police nationale, mais nous voyons progressivement un certain nombre de prérogatives traditionnellement réservées à la police nationale, au titre de ses pouvoirs régaliens, venir vers nos polices municipales. J'en prendrai un exemple. Moi, j'ai été amené à prendre dernièrement la décision difficile d'armer une partie de ma police municipale. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos policiers municipaux me disent, lorsqu'on appelle le 17 à Bordeaux, l'appel est transféré vers la police municipale et ce sont les policiers municipaux qui interviennent sur des lieux d'agression grave, de risques et d'autres violences de ce type. Et ils se sentent à ce moment-là, à juste titre, totalement désarmés. Ils disent,
Autrefois, c'était les polices nationales qui étaient, aujourd'hui c'est nous, et nous ne sommes pas armés face à des délinquants de plus en plus aguerris. D'où des grèves dures que j'ai eues concernant cette réclamation de l'armement, et d'où des policiers municipaux qui, à juste titre, me disent, dans le cadre de ces activités-là, nous demandons être davantage protégés et respectés, et donc armés. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur le fait que ce glissement de ce transférum ne doit pas se faire au détriment de nos fonctions fondamentales, c'est-à-dire la proximité et l'îlotage. Il faut que les policiers municipaux reviennent à cette fonction initiale, c'est-à-dire de quadriller la ville et avec cette politique d'îlotage. Et enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi à Bordeaux, de n'armer qu'une partie de ma police municipale. J'ai créé, pour tout vous dire, j'ai pris exemple sur le modèle anglais. On dit souvent les bobbies anglais ne sont pas armés. Non, le bobby de base n'est pas armé, mais il y a toujours des brigades d'appui et de sécurisation qui, elles, sont armées. C'est le système que j'ai importé à Bordeaux en disant le policier de base qui fait de l'îlotage, il n'a pas forcément besoin d'être armé, mais par contre, celui qui accomplit des missions de plus en plus interventionnistes, dangereuses et de sécurisation, lui et lui seul, à mon sens, a besoin d'être armé, d'où une décision de création d'une brigade armée sur notre territoire. Mais j'insiste sur le fait que ça ne doit pas se faire au détriment de ce rôle de proximité que la police nationale fait de moins en moins. Elle a d'autres fonctions qui l'accaparent, mais nous, maires, nous devons privilégier ce rôle de proximité et d'îlotage. Voilà le témoignage que je voulais apporter. Merci. Monsieur le maire, pour ce témoignage. Une réponse ou... J'ai reçu hier le maire de Bordeaux avec plaisir. On a échangé sur les sujets qui concernent les villes un peu plus grandes, puisqu'il y avait Lille, Lyon et Bordeaux autour de la table. Sur l'armement de la police municipale, je l'ai dit, liberté évidemment, c'est le choix. Je donne une position qui n'est que personnelle. Moi, je considère qu'à partir d'un certain niveau de risque, c'est-à-dire celui qu'on retrouve dans les métropoles et dans les communes périurbaines, la question doit se poser avec beaucoup d'acuité. Et tous les maires que je reçois qui n'ont pas encore armé leur police municipale se posent la question. Certains me confient qu'ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur de perturber leur majorité municipale. J'en ai pas qui me disent qu'ils ont peur d'avoir une population qui se révolte pour l'instant. Et une question que je laisse suspendue. Je ne sais pas ce qui est mal dans le fait d'armer la police municipale. J'ai toujours pas repéré. Voilà. Donc ça veut dire que je conçois qu'on n'en ait pas besoin dans certains endroits. Ça, alors là, je le conçois parfaitement. Par contre, je n'arrive pas à concevoir que ce soit si compliqué que ça quand on se situe dans des endroits où on sait que le fait de ne pas armer ces policiers municipaux peut les exposer sévèrement parce qu'on sait que le malfrat, lui, il ne va pas distinguer l'uniforme du policier, du gendarme, du policier municipal, du douanier ou même de la SVP, ce qui pose de vraies questions. Monsieur, puis monsieur. Allez-y. Ah, c'est vous alors qui avez le micro, je vous en prie. Merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, bonjour. Patrick Nicole Williams, je suis maire de Villefontaine, petite commune du Nord-Isère. 20 000 habitants, 16 effectifs de police municipale, tous armés. Ils ont tout l'arsenal dont ils ont besoin, qui peuvent me demander. Ça va du VTT au quad en passant par les véhicules, bien entendu. Monsieur le ministre, ma question est simple. Est-ce que vous auriez la possibilité, s'il vous plaît, de redonner aux policiers municipaux l'autorisation d'utiliser les caméras embarquées dans les véhicules quand on sait la complexité que l'on a à lutter contre les incivilités routières et les délits que, bien entendu, le procureur de la République nous demande ensuite d'apporter des preuves dans le cadre des procédures. Et cet outil-là, aujourd'hui, nous manque beaucoup. Voilà, je vous remercie. Vous parlez des caméras piétons, hein ? Non, les caméras piétons, il n'y a pas de problème. On nous a retiré l'autorisation d'utiliser les caméras embarquées dans les véhicules. Il y a, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 ans maintenant. Et j'avais saisi d'ailleurs mes sénateurs de l'Isère qui avaient porté une question au gouvernement l'année dernière sur ce sujet. Ça devait faire l'objet d'un amendement dans la loi de sécurité globale. Mais aujourd'hui, je crois que nous n'avons plus de nouvelles de ce dossier. Et pour nous, je vous assure que c'est vraiment un outil important parce qu'on sait très bien quelle est la difficulté des policiers municipaux lorsqu'ils doivent interpeller quelqu'un qui commet des incivilités routières graves qui peuvent déboucher sur des accidents qui peuvent coûter la vie aux habitants. Et on sait qu'on n'a pas le droit d'engager des poursuites véhiculées parce que, bien entendu, quand ça tourne au drame,
ça a des conséquences sur la tranquillité publique qui vont bien au-delà de la victime elle-même. Et donc, pouvoir utiliser ces caméras dans le cadre des procédures, ensuite, pour nous, c'est vraiment un outil important. J'ai eu la demande dans les échanges que j'ai pu avoir avec les maires. Moi, je ne suis pas opposé à ça parce que c'est un outil supplémentaire à la fois qui protège l'agent qui est en train d'intervenir, qui marque la preuve quand c'est nécessaire. Je vous avoue que, et là, je questionnais mes collègues de l'AMF du regard, j'avais pas l'information que ça avait été autorisé une fois précédemment ou alors une expérimentation peut-être. Je ne sais pas si vous avez en tête, Madame Charbonnier. Pour répondre à votre question, pour les véhicules de la police nationale, il y a des expérimentations et je pense que c'est pareil côté gendarmerie nationale. Après, sur la question du renvoi d'image, c'est extrêmement lourd. Et puis, il y a la question de la conservation de la donnée et de leur exploitation. Donc, ce n'est pas généralisé aujourd'hui, ni sur les véhicules police nationale. Merci, monsieur. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, je suis maire d'une commune de 20 000 habitants, 12 000 exactement, c'est pour dire, mais nous avons un quartier prioritaire de ville. Dans quel département? Dans le département de Côte-d'Or, plus précisément dans le périmètre de la ville de Dijon. On est parti de 0 policiers municipaux à 6. Ma question est relativement simple. Il y a 2 difficultés pour embaucher des policiers municipaux. Parce qu'on a la volonté, on veut le faire, pas de souci. Il y a à mon avis un problème de statut. Nous avons affaire à des demandes parfois de gendarmes, de policiers, qui ont un statut totalement différent de celui de policiers municipaux et qui ne sont pas rémunérés à la même hauteur. Et nous, notre difficulté, c'est de pouvoir embaucher. Or, le premier frein, on a des conditions de travail qui sont, je dirais, très différents, mais on a un problème, de statut. C'est-à-dire, pour les faire venir chez nous, il faut qu'ils aient les mêmes rémunérations que celui d'un policier de police nationale ou de gendarmerie. Ça paraît évident. Deuxièmement, je poserai des questions en matière de formation. On cotise tous les élus ici, à un organisme de formation qui ne prend pas en charge un certain nombre de formations. Je prends par exemple la formation du bâton, l'armement. Je vais citer un exemple que je trouve incroyable. Quand vous embauchez un gendarme ou un policier en police municipale, il faut qu'il refasse sa formation totale pour le port de l'armement. C'est encore une difficulté supplémentaire. C'est tous ces petits éléments-là, monsieur le ministre, où on attend des réponses pratiques, parce que forcément, on est du côté des citoyens et pas des voyous. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, allez-y. Oui, je vais vous donner le micro. Ne bougez pas. Rajouter un point, et c'est le collègue en fait qui m'y invite. Je crois que dans les points incitatifs pour que les maires puissent renforcer les moyens d'action de leur police municipale en effectifs et en moyens, en matériel, il y a la question financière en fait, tout simplement. Aujourd'hui, au-delà de la question qui existe, c'est vrai, dans certaines équipes municipales, il peut y avoir la question politique posée de savoir si la commune s'engage ou pas vers une police municipale plus fournie et deuxième niveau, plus armée. Voilà. Alors moi, j'apporte le témoignage pour ma commune qui est non seulement armée, avec une brigade de soirée et avec de la vidéoprotection et un renvoi d'images vers la police nationale et une incitation aux bailleurs sociaux d'en faire de même avec un renvoi d'images également sur la police municipale, sur le CSU municipal. Mais la vraie question de fond, c'est aussi celle du portage financier, du financement de la police municipale. Donc moi, je vous renvoie aussi la question, monsieur le ministre. Pouvez-vous nous apporter des garanties, des engagements quant au débat actuel sur le projet de loi de finances qui est encore en discussion maintenant au Sénat sur la sanctuarisation d'une enveloppe pour accompagner les maires qui souhaitent développer les effectifs et les moyens de la police municipale? Merci beaucoup. Je vous donne la parole après, monsieur. Pas de scoop sur le débat budgétaire, puisqu'il y a un débat, il a lieu en ce moment. Si vous me permettez, vous vous souvenez que les collectivités de plus de 40 millions d'euros de budget sont les premières ciblées. Je m'occupe de 3 collectivités de plus de 40 millions d'euros. La ville, l'agglo, la région dans lesquelles je siège. Donc vous imaginez à quel point je suis attentif à ce qui va être annoncé au sortir des débats au Sénat.
avec peut-être des rééquilibrages qui vont être faits. On verra bien. Enfin, moi, je suis comme vous en attente de la fin du débat parlementaire, en espérant la meilleure formule possible, à la fois pour sauvegarder les finances de l'État, dont je rappelle que si elles partent à volo, ça aura un impact sur les finances des collectivités, pas seulement par le fait que l'État pourra moins verser de dotations, mais aussi par le fait que quand une collectivité française ira sur un marché financier pour emprunter, on lui accordera plus du tout les mêmes crédits si on lui en accorde, et ce ne sera pas du tout avec les mêmes taux. Donc ça veut dire que cette solidarité nationale, elle est compliquée à accepter quand on est élu local, et d'un autre côté, c'est bien national, c'est bien une solidarité, et elle est bien importante sur l'impact qu'elle peut avoir sur chacune de nos communes si nous nous y engageons pas. Donc voilà, j'espère que les débats rééquilibreront un peu les choses, et vous avez déjà entendu le Premier ministre devant l'Assemblée des départements de France apporter quelques premières réponses, notamment sur le FCTVA. Sur les sujets de statut et de formation. Ça fait l'objet dans les deux cas de deux Beauvau spécifiques, deux réunions Beauvau spécifiques. Donc demain, on va annoncer chaque réunion. Évidemment qu'on a en tête les sujets de formation. On va travailler avec le CNFPT pour encore améliorer les choses, sachant qu'ils nous ont garanti qu'ils avaient raccourci les délais d'entrée en formation, ce qui est déjà un point positif, et je vois un certain nombre de collègues qui acquiescent. Il y a sans doute le sujet de la formation à l'armement qui pourrait être accoler immédiatement à la formation initiale pour éviter de perdre des délais. Il y a sûrement le sujet de l'agrément à l'armement pour les policiers nationaux ou gendarmes qui intègrent la police municipale. Il y a sûrement l'agrément du policier municipal au-delà des frontières de sa commune quand il change d'affectation. Enfin, il y a beaucoup de sujets liés au statut et à la formation qui vont être intégrés dans les débats, avec le souhait à la fois d'avoir des formations qui soient accessibles le plus vite possible, qui durent la durée la plus raisonnable possible, parce que je ne vais pas dire que le plus court, parce qu'il faut une formation, surtout si on continue d'évoquer la possibilité pour certains d'être OPJ, il va bien falloir se former aussi à ça, même si c'est très spécifique. Et puis le statut des policiers municipaux, à la fois le statut en tant qu'employé municipal, parce que c'est la fonction publique territoriale qui régit son statut, et donc par exemple sur le temps de travail, ça peut poser des difficultés parfois, le rythme de travail, sur la rémunération aussi, on sait que ça peut poser des difficultés. Et au-delà, je voudrais le dire, les organisations représentatives nous en ont parlé systématiquement, la retraite. Donc tous ces sujets-là, il n'y en a aucun qui sera éludé, avec le souhait que jusqu'au 15 mars, on consacre les travaux aux évolutions potentielles de nos polices municipales, et la dernière quinzaine qu'on travaille sur le statut des policiers municipaux. Tout simplement, on parle d'abord de la fiche de poste, et puis ensuite on parle de quel est le statut de celui qui prend le poste. Ça me paraît assez logique, mais on est bien sur l'ensemble de ces sujets. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Il y a beaucoup de questions. Je vais vous donner la parole. Monsieur Labrador, vous avez demandé celle-ci. Juste, monsieur le ministre, vous dire que vous avez dit tout à l'heure aux collègues à côté que vous ne voulez pas entendre parler à portée de baffe. Pourtant, c'est une réalité, parce qu'il y a plus de 40 maires qui ont déposé les armes et qui sont repartis parce que justement, ils étaient en danger. Vous savez, tous n'ont pas la possibilité de mettre un poste de sécurité à l'entrée. Et lorsqu'ils viennent chez nous, je prends dans ma commune, le gars il monte l'escalier, il arrive. Et alors donc, je pense qu'il faut accepter la portée de baffe, parce que c'est une réalité au quotidien. Monsieur, je dis juste qu'on ne doit pas mettre ça dans notre discours. Nous, les maires, on ne doit pas le mettre dans notre discours, parce que c'est dire que c'est une possibilité que nous envisageons. J'ai dans mon portefeuille le sujet des agressions des élus, 4% d'agressions physiques sur le total des agressions. Cette année, après 2 années de hausse, on est en baisse visiblement d'à peu près 10%, mais on avait monté de plus de 25% 2 années consécutives, même 30%. Donc ça veut dire que le CALAE qui a été mis en place, les dispositions qui ont été mises en œuvre depuis mai 2023 commencent à porter leurs fruits, mais je pense qu'on a aussi beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos concitoyens pour leur rappeler qui nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des paillassons, pour parler très clairement, nous sommes représentatifs de l'autorité locale et nous sommes élus, et c'est à ce titre qu'ils doivent s'adresser à nous. Et donc, je pense que jamais nous devons tenir à notre discours. Monsieur. Oui, bonjour. David Ray, directeur de cabinet au CNFPT. J'avais demandé à intervenir avant que la question de la formation n'arrive, mais ce qui me permet d'abord de saluer le maire de Valence en tant que Drômois que je suis. Donc moi, ma question à l'origine, ça s'adressait plutôt aux maires présents dans la salle, c'était sur les délais de formation, puisque effectivement on a mis en place un plan depuis 2022 pour raccourcir ces délais de départ en formation, donc de savoir
si c'était bien effectif ce que vous constatiez dans vos communes, puisque on était à plus d'1 an de délai de départ en formation. Et là, normalement, on n'a plus de policiers municipaux qui partent en formation au-delà de 4 mois après leur recrutement. Et bien souvent, ils partent dans le mois ou dans les 2 mois. Peut-être pour répondre sur la question de la cotisation et de la différence entre la formation initiale et les formations continues. Effectivement, la cotisation sert à financer la formation initiale, et je tiens à rappeler que les policiers municipaux comptent pour 1,2% des fonctionnaires publics territoriaux et représentent 15% des formations du CNFPT. Et effectivement, il y a des formations qui sont payantes en plus de celles-ci. Après, je soulève un autre sujet, c'est que ce ne sont pas l'entièreté des employeurs territoriaux qui ont une police municipale. Et pour autant, pour le moment, on forme les policiers municipaux avec l'entièreté de la cotisation des employeurs municipaux. Donc je verse juste cela au débat. Voilà. Et j'ai eu l'occasion lundi d'être à Meaux en présence du ministre de l'Intérieur pour l'inauguration du 4e centre de formation de la police municipale, voilà, qui contribue à la réduction des délais. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a 2 questions, mais M. d'Aragon doit nous quitter. Et à lui de prendre le micro et pour... Simplement pour vous donner rendez-vous pour ceux qui se sont inscrits, parce que ça a eu un succès incroyable, la première réunion du Beauvau des polices municipales demain matin. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous pour les séquences suivantes. Il y en a au moins 5 ou 6 d'ici le 31 mars, où vous allez pouvoir contribuer à l'évolution du statut du policier municipal et des compétences qu'il exerce. Et puis évidemment pour vous remercier, chers collègues, de ce débat et de votre accueil, et vous souhaiter un bon congrès. Merci, monsieur le maire. Monsieur le ministre également. Alors, on s'accorde vraiment en 3-4 minutes. Posez votre question, mais ce ne sera pas le ministre qui vous répondra. Non, mais ce n'est pas directement au ministre que je voulais interpeller. Alors, je vais me présenter. Dominique Métaux, j'ai été maire d'une ville de 13 000 habitants où il y a encore un commissariat de police. Dans quel département ? Pardon, dans le 76, Seine-Maritime. Seine-Maritime. Je suis conseiller départemental aujourd'hui. Je n'appartiens à aucun parti politique depuis toujours. Et je tiens à le préciser ici parce que mon intervention, je pense, peut en choquer un certain nombre. On a aujourd'hui, d'après votre graphique, 30 000 policiers municipaux. Si on fait le compte, c'est, je dirais, grosso modo, entre plus de 2 milliards d'euros que ça coûte à nos budgets municipaux. Aujourd'hui, on se bat contre la collectivité, enfin contre l'État, en disant vous nous demandez de faire des économies. Deuxièmement, moi, quand j'étais maire, je me suis battu pour maintenir mon commissariat, d'accord, qui n'intervenait pas que dans ma ville, mais je pense que moi, je suis pour une police d'État et non pour une police municipale. Pourquoi ? Parce que j'estime que, de toute façon, l'ensemble des citoyens de notre pays doivent avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Et que dans ce cadre-là, je pense que les économies, on risque de ne pas encore en faire demain parce que l'État, ayant de moins en moins d'argent, va se déléguer de plus en plus sur nous. Donc moi, voilà ce que je voulais dire, parce que je ne veux pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est la fin. Merci. Merci pour votre témoignage. Monsieur, alors, une ultime question. Si elle existe, c'est monsieur, et après, les débats seront clos. Je vous en prie, on va vous transmettre un micro qui est ici. Bonjour, merci. Chers collègues, je suis adjoint d'un village, du plus beau village en fait du Luberon, qui s'appelle Loris, dont le maire André Rousset est ici. Nous avons deux gardes champêtres armés, mais ils étaient armés, donc on les a engagés armés. Ils s'en vont. Je me sens un petit peu en décalage, mais peut-être que Loris n'a pas les mêmes problématiques que les grandes villes, évidemment. Bien que nous ayons des cambriolages, on a même eu un meurtre, on a même des problèmes de délinquance diverses. Curieusement, les gendarmes nous font un reporting de leur intervention et de la délinquance sur Loris. Il semble que ça stagne, voire que ça diminue. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de vidéosurveillance. Finalement, et ça rejoint ce que disait
notre collègue, est-ce qu'il est absolument utile d'avoir une foultitude d'agents avec une foultitude de matériel pour avoir la sécurité absolument? La question qui va se poser pour nous, qui est fondamentale, hein, c'est nous avons la démission d'un garde champêtre. Est-ce qu'il est judicieux, possible, intelligent, intéressant d'avoir un couple policier municipal garde champêtre? Monsieur Jandot. Oui, je vais répondre. Aujourd'hui, on a à peu près 900 gardes champêtres dans la France entière. On a un vrai sujet de formation de gardes champêtres. On a un vrai sujet de statut du garde champêtre, puisque aujourd'hui, un garde champêtre, compte tenu de ses prérogatives, n'est pas simplement dans les communes rurales, puisque moi, je cherche désespérément un garde champêtre depuis plus de 6 mois, dans une ville de 70 000 habitants. J'en ai besoin notamment pour tout ce qui est les déchets, tout ce qui est l'environnement. Aujourd'hui, ils sont extrêmement bien armés là-dessus, et dans les deux sens du terme. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, je rappelle, et ça là-dessus l'AMF est extrêmement clair, c'est la libre administration des collectivités locales. Et ce que j'ai dit au démarrage, c'est que si un maire décide de ne pas avoir de police municipale, pas avoir de garde champêtre, il faut qu'il y ait une présence soit de gendarmerie, soit de police nationale, identique à l'ensemble du territoire. C'est là-dessus que globalement on peut faire des avancées. Si nous n'avons pas ce périmètre-là, cette égalité de traitement, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas d'avancée. Merci beaucoup. Ainsi, sur vos paroles, prend fin cette séquence consacrée aux polices municipales. Merci de votre présence. Merci aux intervenants et je vous souhaite une excellente soirée.